Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Super. Donc, je m'appelle Maxime Ruiz, je travaille à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à Paris. Je tiens d'abord à remercier du coup l'Espace Parisien Jean-Pierre Nouvel de nous permettre de donner cette conférence aujourd'hui sur la place des archives et surtout l'enseignement de la guerre d'Algérie aujourd'hui. Et je remercie également tous nos intervenants. Monsieur Claude Bazouillot, qui était enseignant au lycée Buffon à Paris dans le 15e arrondissement, Claire Bonin, enseignante à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, Madame Laurence Ruffo, qui est enseignante de lettres au lycée Diderot à Paris dans le 19e arrondissement, Monsieur Benamar Benzemra, qui est proviseur au lycée Kandinsky dans le 92 et référent mémoire, défense et citoyenneté de l'éducation nationale dans le 92, et Abderrahmane Moumen, donc historien, spécialiste des harkis et qui est également chargé de mission à l'Office national des anciens combattants sur un programme qu'il vous présentera, qui est un programme de transmission de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie auprès des jeunes, notamment les collégiens et les lycéens. Donc, pendant cette heure 30 qu'on va avoir, on va discuter de l'enseignement de la guerre d'Algérie, de la place des archives écrites et orales dans cet enseignement. Donc je vais poser des questions à nos invités professeurs et à Abderrahmane également. La première qui est en fait, on va dire la plus simple, c'est comment aujourd'hui, vous, professeurs, vous enseignez la guerre d'Algérie qui peut être vue comme un sujet sensible pour les élèves. Comment est-ce que déjà dans votre propre formation, vous avez pu l'étudier? Quelle est la place de cette étude dans les programmes? Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des peurs par exemple, au moment d'enseigner ce sujet? Je tiens d'ailleurs à dire que pour certains d'entre nous, Madame Bonin, Madame Ruffo, vous avez des élèves qui sont ici parmi nous, qui sont au fond, voilà, donc on les remercie aussi d'être là. Donc voilà, toutes ces questions, je ne sais pas qui... Oui, on peut les applaudir d'ailleurs, merci beaucoup. Donc, on va commencer par ce premier temps, ensuite on laissera Abderrahmane Moumen vous présenter donc ce programme dont j'ai parlé, dont plusieurs professeurs ici présents ont pu bénéficier. Et à l'issue de cette présentation, ils pourront aussi nous faire un petit retour d'expérience sur comment ils ont utilisé ces outils qu'on a mis à leur disposition. Donc voilà, la première question sur comment on enseigne aujourd'hui la guerre d'Algérie, donc destinée à nos amis professeurs. Je ne sais pas qui veut débuter. Allez, je crois qu'il faut parler fort dans le micro, en tout cas près du micro. Alors, ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, comment enseigne-t-on la guerre d'Algérie dans les lycées? Déjà, petite précision, dans les programmes, cette guerre d'Algérie s'enseigne à raison de 2-3 heures, on va dire, en première, et puis donc 4-5 heures en terminale, non pas pour la guerre d'Algérie en tant qu'elle-même, en tant que guerre, mais le propos est vraiment les mémoires de cette guerre d'Algérie. Et les programmes ont changé, peut-être que vous savez qu'il y a une réforme du bac 2021, et donc pour l'instant c'est un peu un point d'interrogation, mais ce sera en terminale. Alors avant de commencer à étudier cette guerre d'Algérie avec les élèves, moi j'avais quelques idées en tête. J'imaginais que c'était un sujet, on va dire, clivant et tabou. Et bien finalement, je craignais un petit peu d'ouvrir la boîte de Pandore en réalité. Et je me suis rendu compte que, bizarrement, c'était ni vraiment clivant, ni vraiment tabou. Ni vraiment clivant parce que je trouve que nos élèves finalement sont assez ouverts, quelle que soit finalement leur famille, leur origine, et pas tabou parce que moi j'ai pas rencontré de difficultés, vous voyez, à parler avec les élèves, même si clairement j'ai eu l'occasion de faire un questionnaire avec les élèves, je me suis rendu compte que c'est vraiment un sujet qui est très très peu abordé en famille. Voilà, donc on va dire un sujet qui n'est pas abordé, mais que j'ai ressenti comme n'étant pas tabou. Alors, pour être complètement clair et honnête, je pense qu'il faut que je précise un petit peu le lycée dans lequel j'enseigne.
Je suis donc à Saint-Denis, dans le lycée de la Légion d'honneur, qui est un internat où il n'y a que des filles. C'est un établissement public, mais on y rentre en étant fille, petite fille ou arrière-petite fille de médaillé, ce qui fait qu'il y a quelque chose comme, grosso modo, moi j'évalue à peu près comme 15%, vous voyez, de filles de militaires. Et donc pour notre propos, clairement, les problématiques sont probablement un petit peu différentes d'un établissement à l'autre. Voilà, puisqu'on a une proportion un peu plus forte. J'ai demandé à chacune des élèves de manière anonyme quelle était l'histoire de sa famille. Et on a très certainement une proportion un petit peu plus grande de filles qui ont eu un grand-parent, vous voyez, soldat d'active. Voilà, certaines d'ailleurs avec des familles, on va dire, proches de l'OAS, pas beaucoup, mais quand même certaines. Certaines ont des familles, enfin descendent de personnes proches du FLN aussi, mais voilà, on a quand même une proportion un petit peu plus grande, je pense qu'ailleurs, de filles de militaires. Ce que je pourrais dire, si vous voulez, de cet enseignement, c'est que globalement, moi j'ai retenu en fait 3 enjeux. Le premier qui me paraît très intéressant avec ce chapitre sur la guerre d'Algérie, c'est la complexité en histoire. C'est comment apprendre finalement, comment aborder cette complexité. Et moi j'aime bien commencer ce chapitre avec l'œuvre de fiction dont a parlé Benjamin Stora ce matin, le film L'ennemi intime de Florian Emilio Siri, qui à mon sens est très intéressant parce que justement il permet d'introduire cette idée de complexité. Et je pense à 2 personnages du film. Vous avez d'abord un appelé idéaliste qui, vous voyez, refuse la torture et qui finalement, au fur et à mesure du film, va progressivement un petit peu changer. Voilà, et être amené, on va dire, à se rendre complice en quelque sorte de la violence. Et à côté de ça, on a un autre personnage, un sergent, qui lui est plutôt désabusé. Il a fait l'indo. Et bien finalement, il est prêt donc à faire plus, on va dire, le sale boulot en quelque sorte. Et au fur et à mesure en fait du film, on se rend compte que, eh bien, il considère que cette guerre est un peu une guerre pour rien et que voilà, il va finir par déserter, etc. Et toujours dans ce même film, on a côté algérien une très belle scène où vous avez un harki et un félaga qui sont ensemble. Il s'agit d'une corvée de bois, donc voilà, les 2 sympathisent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait monter Cassino ensemble. Voilà, et finalement, quelques minutes après, eh bien, le harki tire une balle dans le dos du félaga parce que... Oui, félag, pardon. Parce que eh bien, c'est quelqu'un du FLN qui a tué sa famille. Voilà, ce petit détour pour dire que je trouve qu'avec un film comme celui-là, voilà, on touche du doigt eh bien, la complexité en fait en histoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'enseignant, c'est cette espèce de ligne de crête, vous voyez, entre la simplification qui est obligatoire parce que d'abord on n'a pas beaucoup de temps et parce qu'on a besoin d'être pédagogue, et puis finalement la rentrée dans la complexité pour être plus proche du vrai. Voilà, ça c'est la chose qui me paraît la plus importante. Et puis 2 petites remarques aussi après. Je pense que c'est un chapitre qui est important aussi parce qu'il permet d'ouvrir sur la philosophie en terminale. On peut aborder les notions de violence, de libre arbitre, de mémoire. Ça sert d'ailleurs après, quand on étudie la culture générale, en classe préparatoire par exemple. Voilà. Et puis, dernier point, et je termine par là parce que ça me paraît aussi très intéressant, ça permet de lutter contre les préjugés. Et là, je vais citer en fait une remarque d'élève qui était, à mon sens, tout à fait intéressante, qui s'étonnait en fait, on parlait d'une personne du FLN en métropole, qui s'était battue contre la France, mais en métropole, et elle s'étonnait qu'une fois la guerre terminée, eh bien, cette personne ne rentre pas en Algérie, puisque cette personne avait combattu contre la France, et elle me disait, mais ça se fait pas, etc. Et en fait, ça a été l'occasion d'une discussion, je trouve, vraiment tout à fait intéressante. On a réfléchi, on s'est dit, ben voilà, cette personne, elle était en France depuis pratiquement tout le temps, enfin, depuis qu'elle était très jeune en tout cas, que toute sa famille était en France, qu'elle travaillait en France, et que la France, d'ailleurs, à cette époque-là, cherchait des travailleurs, voilà, c'était les 30 Glorieuses. Voilà, et donc, vous voyez, plus
plus qu'un cours finalement d'éducation civique extrêmement théorique, je pense qu'on a là finalement, enfin que tout est dit à travers des exemples comme cela. Voilà. J'ai un sentiment de grande proximité, pas simplement sur la tribune avec ma collègue, parce qu'il y a beaucoup de points qui sont communs. C'est vrai qu'un professeur qui va qui va penser son cours sur la guerre d'Algérie, se pose pas trop de questions sur ce qu'il doit enseigner. C'est assez bien balisé par un programme officiel, par un horaire, par des instructions qui précisent tout à fait les enjeux. Il se pose deux questions. À quel public je vais m'adresser et comment je vais aborder une question aussi complexe. Alors pour le public, bon, les réponses des enseignants, de mon point de vue, ne peuvent être qu'individuelles. Bon, là aussi, moi j'ai enseigné au lycée Buffon dans le 15e arrondissement. C'est une population scolaire aux origines extrêmement diverses, y compris des élèves d'origine algérienne, à une ou deux générations, mais ce sont tous des enfants, enfin des jeunes, qui sont intégrés économiquement, socialement, etc. Donc je ne me suis pas trouvé confronté à des mémoires qui auraient été des mémoires, on va dire, particulières, non partagées, des revendications identitaires ou autres, pas du tout. Moi, ce qui a dominé, c'était plutôt le sentiment d'avoir, dans la grande majorité, des élèves qui avaient une certaine curiosité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas clair cette histoire-là, surtout qu'ils sentent que c'est un passé qui n'est pas totalement passé, qui est encore lourd de passion. Alors effectivement, une des stratégies, je l'ai utilisée aussi, pas sous la forme d'un film comme vous, c'est de placer d'emblée le début du cours sur ces interrogations, c'est-à-dire partir du présent, de ce passé entre guillemets qui passe mal ou qui ne passe pas encore totalement, pour que le cours soit une réponse à des interrogations. En ce qui concerne la difficulté, ben bien sûr, elle a été abordée ce matin, c'est la difficulté intrinsèque à travailler sur une question aussi complexe. Donc ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de montrer à ces jeunes qu'une mémoire, ou plus exactement une approche qui serait une approche en noir et blanc, ou une approche qui exprimerait des points de vue a priori, très rapidement aboutit à l'impossibilité de comprendre cette guerre. Alors je prends quelques exemples. Pour réussir à rentrer dans la complexité, on fait une démonstration finalement de la réflexion en histoire. C'est-à-dire, et ça c'est important, le professeur d'histoire ne va pas être simplement celui qui va transmettre un travail, une réflexion, une description argumentée, le travail des historiens, de façon à constituer, comme lui demande l'institution, une mémoire commune ou des références communes. Non, c'est aussi quelqu'un qui va, à travers l'exemple de la guerre d'Algérie, d'autres questions aussi, mais celle-ci est vraiment, je dirais entre guillemets, en or pour ça, qui va montrer comment finalement on est obligé d'accepter de travailler sur des registres très divers pour aborder la complexité de la guerre. Je prends juste 2-3 exemples. Ils ne comprennent pas. Il faut montrer qu'on ne peut pas comprendre la guerre si on n'intègre pas les 7-8 ans de guerre de la guerre d'Algérie dans un temps beaucoup plus long, qui est celui de la colonisation. Qu'on ne peut pas comprendre si on ne joue pas sur des échelles qui s'emboîtent. Celle du territoire algérien, où l'essentiel du conflit se déroule, intégrée dans une échelle nationale, avec d'autres populations, elle-même intégrée dans le vaste monde, avec une multiplicité d'acteurs qui ont des positions vis-à-vis de la guerre d'Algérie, l'ONU, les grandes puissances, les États qui sont déjà décolonisés. On ne peut pas non plus travailler sur cette guerre d'Algérie en ne faisant pas de lien avec le contexte de l'époque, ça c'est capital, à savoir un monde qui est marqué par la guerre froide, par le mouvement de décolonisation qui n'est pas encore achevé partout,
par la montée du nationalisme arabe, montrer aussi qu'il faut prendre en compte le facteur temps, qui conduit les acteurs à modifier leur stratégie, à évoluer, et surtout, et ça me paraît capital, prendre en compte la diversité des acteurs, cette diversité avec des intérêts divergents, des représentations différentes qui sont à l'œuvre. Alors, je m'arrête là dans cette liste. Je crois que c'est aussi l'occasion, et c'est pour ça que cette question est particulièrement, je trouve, passionnante pour un enseignant, c'est une question qui donne un regard qui forme à une certaine autonomie de réflexion des élèves qui s'aperçoivent qu'il faut effectivement refuser toutes les lectures a priori trop simples. Et ce qui peut passer à travers une étude comme celle-ci, ce sont une certaine autonomie intellectuelle qui peut être utilisée dans l'analyse d'autres sujets. Bien, bonjour. Moi, je n'enseigne pas l'histoire, donc en fait, je n'enseigne pas la guerre d'Algérie, j'enseigne la littérature. Donc, à travers, je suis prof de français, donc à travers la littérature contemporaine, qui est un des domaines que j'ai tout à fait le droit d'enseigner, je peux m'intéresser à tous ces écrits autour de la guerre d'Algérie, certains étant très récents. Benjamin Stora disait ce matin combien il y avait dans les nouveautés, notamment dans le roman La Cité à Zénitaire, qui est un des romans avec lesquels, sur lesquels on travaille. Combien cette question de l'histoire de la guerre d'Algérie, ou plutôt de la mémoire de la guerre d'Algérie aujourd'hui, est présente. Donc, à contrario de mes collègues, j'ai pas de programme, je suis même extrêmement libre, donc je fais le choix d'un certain nombre d'extraits de textes, d'une grande bibliographie de récits, alors je dis récits au sens large, parce que j'ai proposé aux élèves des romans, mais aussi de la bande dessinée. Enfin, il y a quelques images de ces bandes dessinées dans les panneaux là, de l'exposition de l'ONAC-VG. Et je leur ai proposé des extraits de textes qu'ils vont présenter au bac, parce que ce sont les élèves de première. Donc j'ai choisi cette année des extraits de Dany Ernaud, Les années, qui raconte en 4 moments dans son livre la mémoire de cette guerre, la mémoire collective de cette guerre en métropole. J'ai pris donc un extrait d'Alice Zénitaire, qui est un roman de 2017, donc extrêmement contemporain, et un roman un peu plus ancien, mais très connu, de Mauvigny des Hommes. L'année dernière, j'ai travaillé aussi sur Alexis Génie. Donc on a ces textes, ces extraits de textes, qui sont accompagnés, je leur demande de lire d'autres livres de façon plus large. La difficulté qui se pose à moi, alors d'une part, quant à l'enseignement, c'est la nécessité d'avoir un collègue d'histoire qui puisse appuyer ses lectures sur du savoir, parce que ne serait-ce que pour une question de vocabulaire, en fait, ce que c'est qu'un harki, tout FLN, même ANN, tout ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, voire pas du tout. Ils ont fait quelques heures sur la guerre d'Algérie en 3e, ils arrivent en première. Donc on essaye de se caler avec mon collègue d'histoire pour qu'ils aient le plus possible d'éléments pour quand même comprendre ce dans quoi on s'embarque. Et à contrario, les récits qu'ils vont lire vont nourrir énormément, donner des représentations beaucoup plus concrètes de ce qui va se passer dans le cours d'histoire. C'est-à-dire ce que vous faites en utilisant un film. Voilà. Pour ce qui est des obstacles plus psychologiques, ou je sais pas, des obstacles à l'enseignement, disons, moi j'ai pas de crainte a priori, si ce n'est que c'est toujours intéressant de voir au moment où j'annonce qu'on va faire un projet, parce que c'est dans le cadre d'un projet en fait ce travail-là, en français, en littérature, sur la guerre d'Algérie. J'ai parmi mes parents d'élèves des gens qui sont surpris d'abord et plutôt contents en fait, puisqu'il y a parmi mes parents d'élèves un certain nombre de gens dont pour qui la guerre d'Algérie peut faire partie de l'histoire de leurs parents, donc de l'histoire des grands-parents en fait de certains de mes élèves. Moi, je ne cherche pas à faire d'enquête, voilà, mais ça surgit en fait au cours du projet. On a un élève qui nous dit que sa grand-mère était dans le FLN, ou j'ai eu cette année une jeune fille qui m'a dit « Ah, moi, mon grand-père, en fait, il les a appelés ». Voilà, ça surgit l'année dernière, c'est vrai, il y a des choses comme ça qui surgissent. C'est même l'histoire du père d'un élève, donc sans doute un peu âgé, mais voilà, ça surgit au cours du projet. Et le point de départ, effectivement, pour rentrer un petit peu là-dedans, c'est aussi une œuvre artistique. Cette année, en tout cas, ça l'était. C'était un spectacle de théâtre qui adaptait le roman de Joseph Andras, un roman très récent de 2016 qui s'appelle « De nos frères blessés »,
et qui raconte l'histoire de Fernand Yveton, donc ce militant communiste guillotiné. Et c'est comme ça qu'on est entré dans ce projet-là en littérature, en voyant une jeune compagnie mettre en scène ce spectacle. C'était au Centre culturel algérien, on a pu le voir à ce moment-là. Et c'est aussi avec eux, donc c'est un spectacle qui a beaucoup plu aux élèves. 5 classes du lycée ont vu ce spectacle et ça leur a beaucoup plu. Le livre a beaucoup plu aussi, ce qui n'est pas toujours facile de faire aimer les livres. Celui-là, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé et été beaucoup apprécié. Et ce qui nous a permis ensuite, avec ce même collectif, ce jeune collectif-là, Satori, de travailler à la mise en voix en fait, des textes que je leur propose d'étudier. C'est-à-dire que pour mieux comprendre, et sans doute pour quitter une vision soit complètement vierge de toute information, ce qui est le cas d'un certain nombre d'élèves qui ne connaissent absolument rien à la guerre d'Algérie, parce que c'est pas du tout dans leur histoire familiale ou dans ce qu'ils ont pu faire en classe, soit pour aussi quitter des représentations un peu stéréotypées, très hachées des choses. Le théâtre, c'est assez idéal, parce que tout simplement, on se met à prendre la voix de tous ces personnages, on devient des personnages, on devient autres, et on rentre dans les voix des autres. Et je pense que c'est vraiment essentiel de passer par le théâtre pour entrer dans cette complexité dans laquelle vous entrez en histoire aussi, cette complexité humaine en fait. Et les retours que j'ai d'abord de l'activité théâtre évidemment sont positifs, parce que ça c'est une activité qui plaît beaucoup, mais c'est aussi l'idée de... j'ai quand même des témoignages d'élèves qui disent à quel point ils ont bougé en fait. Vraiment, même, je trouve ça même assez touchant parfois de dire à quel point ils disent s'être trompés ou avoir vraiment complètement changé d'avis. Enfin, j'en ai un notamment qui dit ça, qui formule ça comme ça. C'est assez étonnant de voir que c'est en passant par des histoires individuelles, alors des histoires de personnages, hein, et puis ensuite avec les témoignages que peut nous offrir l'ANAC VG avec les témoins qui viennent en classe, des témoignages de personnes, des histoires de vie, que la complexité de cette histoire se fait jour petit à petit, sachant que mes élèves à moi pourront continuer ce travail en terminale, en histoire, sur la question de la mémoire, justement. Voilà. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de m'exprimer. Alors, je fais attention parce que bien Armel sait que je suis bavard, donc il m'a déjà dit de ne pas trop parler. Donc moi je suis proviseur de lycée, mais j'ai une mission particulière qui n'existe nulle part ailleurs. Je suis conseiller défense de la direction académique de Hauts-de-Seine. Alors c'est l'inspection académique, hein, c'est le département. Et depuis à peu près, je crois 2003, oui 2003, donc je suis réserviste citoyen sur un dispositif qui existe de réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, un dispositif qui a vocation à faire le lien armée-nation auprès des quartiers populaires si on se met d'un côté ou des quartiers sensibles si on se met de l'autre. Donc vous choisissez. J'ai un engagement citoyen depuis de nombreuses années que dans l'éducation nationale. J'étais enseignant d'histoire, j'étais conseiller principal d'éducation, principal proviseur. Donc on a entamé depuis à peu près 2012, alors j'ai inscrit mon parcours aussi dans ce qui parce que je suis aussi membre d'associations porteurs de la mémoire de la Shoah, donc depuis de nombreuses années. Hein. Et je suis inscrit dans le cadre du concours national de résistance, déportation. Donc là, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'anciens combattants, d'internés déportés. Et il y avait aussi toujours ceux qui ne parlaient pas, les anciens d'Algérie. Ils étaient membres du groupe, mais voilà. Et avec le temps, il y avait toujours cette question, M. Benzemra, quand est-ce qu'on parle de la guerre d'Algérie? Je me dis aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, on a réfléchi. Alors c'est vrai que moi, en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, je n'ai jamais eu ou entendu d'enseignement sur la guerre d'Algérie. Je vous le dis, hein, c'est une réalité, hein, c'est important que je le dise. Donc je me suis intéressé à cette question-là très tardivement, parce que j'ai fait des études d'histoire et j'ai une passion pour l'histoire de l'Église, donc j'étais plutôt sur le côté médiéval. Et donc à partir de 2012, on a réfléchi à comment faire.
Alors je rappelle, le département des Hauts-de-Seine est un département particulier. Alors tous les départements sont particuliers, mais celui-là plus particulièrement. Ancienne ceinture rouge, avec une histoire très forte communiste, très forte de résistance, mais aussi de positionnement sur cette guerre d'Algérie. Donc ça c'est important. Donc nous sommes sur le territoire traditionnellement FLN. Alors moi je suis né dans les bidonvilles de Nanterre, donc j'ai vécu dans les cités de transit et après dans les cités comme on dit. Donc j'ai plutôt une histoire plutôt FLN. Voilà. Mais c'est l'histoire de mon père, de ma famille, que j'assume pleinement, mais je suis français et fier de l'être. Mais j'assume pleinement cette histoire, parce que c'est important. Parce que la difficulté, c'est aussi, vis-à-vis des élèves, de ne pas les mettre d'un côté ou de l'autre, mais de leur donner les outils de compréhension d'un conflit très complexe. Et de sortir du jugement. De dire c'est blanc, c'est noir, mais plutôt dans le gris. Et pendant très longtemps, on a parlé de la guerre d'Algérie, mais pas des mémoires de la guerre d'Algérie. Donc c'est vrai que cette idée qui est portée par l'ONAC, depuis 2015, donc nous on a commencé un peu avant 2012, donc on a commencé sur un site assez symbolique, et je voulais que ce soit symbolique, le lycée Galilée de Gennevilliers. Vous connaissez Gennevilliers, c'est une zone traditionnellement communiste, hein, avec une forte présence du FLN hein, traditionnelle, entre Gennevilliers et Nanterre aussi. Il y a aussi cette histoire de combat entre les différents mouvements. On a travaillé sur un établissement en zone sensible extrêmement voilà, très étiqueté. Donc au départ, tout le monde m'a dit « Oh monsieur, il ne faut pas le faire ». Alors quand on dit « il ne faut pas le faire », en général, je le fais. Ça me motive. Mais c'est vrai qu'avant 2012, j'ai fait avancer tout doucement l'idée. Donc à chaque fois, on me disait « on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard ». Donc on a fait quand même. C'est sensible, excusez-moi de le dire, uniquement pour les politiques. C'est pas sensible pour les enseignants, c'est pas sensible pour les élèves. Pourquoi? Parce que les enseignants se positionnent du point de vue éducatif, pas partisan. Et les enseignants, eux, s'appuient sur la recherche historique. Et accueillent des témoins et forment les élèves à entendre, à comprendre et à se faire leur opinion. Et là, je viens sur une difficulté aujourd'hui, mais bon, je l'assume pleinement, parce que quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai aussi vu les associations porteuses de cette mémoire. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est que chacun voulait imposer son point de vue. Ce que je comprends, puisqu'ils sont aussi porteurs, eux, à juste titre, d'une histoire, ils sont représentants de leurs adhérents. Donc, nous n'avons pas fait le choix de travailler avec les associations en direct. Donc, nous nous sommes dirigés en 2015, vers l'opérateur de la mémoire nationale, et à partir de ce moment-là, on a fait un autre travail. Donc, de 2012 à 2015, on est intervenu dans le lycée sur les femmes dans la guerre d'Algérie, donc au travers de photos prises d'anciennes combattantes du FLN, de femmes qui étaient intervenues à juste titre à ce moment-là, d'un côté ou de l'autre. On a aussi mis l'intérêt sur la diversité de ces femmes, sociales, politiques, religieuses, historiques, locales. On a travaillé aussi sur notre première table ronde est arrivée sur la 3e année. La 2e année, on a fait une rencontre avec un historien algérien, très intéressant, Daoud Djerbal, qui avait cet avantage d'avoir vécu les événements, d'avoir vécu l'Algérie d'après 62 jusqu'à aujourd'hui, avec une vision plutôt critique sur cette histoire. Donc ça, c'est intéressant. Puis, nous avons travaillé aussi sur notre première table ronde. Donc là, on a vécu une expérience intéressante parce que je l'ai vécu dans les années 80 avec les premiers témoignages des déportés qui avaient pour la première fois témoigné. Hein. La première fois, on mettait un ancien du FLN et un ancien appelé. Donc on avait travaillé aussi sur cela. On a tiré aussi un certain nombre d'enseignements de l'accompagnement de ces témoins, parce que c'est important d'accompagner les témoins sur la parole, sur ce qu'ils vont aussi dire. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions. Apparemment, c'était plus difficile. On avait aussi un déséquilibre sur les témoins, puisqu'on avait un ancien du FLN qui avait été ministre, qui avait été un important chef du FLN, avec un appelé qui, lui, avait plutôt un parcours
différents, donc ils n'avaient pas la même facilité de présenter les choses. À partir de 2015, donc, on a expérimenté les tables rondes avec plusieurs témoins, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a entre 6 et 7 établissements tous les ans sur les départements. Donc nous avons choisi de travailler que sur les lycées, pour l'instant. Ça c'est un choix d'organisation, parce qu'on fait beaucoup de choses, donc il y a un moment il fallait décider. On a expérimenté aussi, alors cette année, un concours expérimental, donc là je le dis parce que j'y crois, concours expérimental des mémoires de la guerre d'Algérie. Je dis expérimental parce que je suis obligé de dire expérimental, tant qu'il n'est pas officiel. Mais je crois fortement à ce qu'on puisse un jour faire, comme dans le cadre du concours national de la résistance et déportation, un concours national qui permette aux enseignants d'avoir un outil pédagogique qui permet aussi de valoriser les élèves, de valoriser les enseignants et de pouvoir, à un moment ou à un autre, avoir des questions, parce qu'il n'y a pas de question qui n'a pas été étudiée par les historiens. Tout est public. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme dans le cadre du concours, valoriser cette histoire au travers d'un concours national. Donc ça, si des gens peuvent faire passer le message, faites-le. Mais j'y crois fortement. Et je pense qu'il ne faut pas réinventer. Le principe du CNRD est très bien. Il suffit juste de l'appliquer aux mémoires de la guerre d'Algérie. Nous nous inscrivons aussi... alors, on est aussi sur cette idée 1830-1962. Parce que là, aujourd'hui, on travaille sur ces mémoires 1954-1962, tout en sachant que ceux qui ont vécu en Algérie vous parlent aussi d'avant 54. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion sur 1830-1962, même si on est sur un focus 1954-1962, tout en sachant que la France est encore présente militairement jusqu'en 1967, si je me trompe. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Alors quand on tire le fil, après, ça peut aller très très loin. Donc je vais bientôt m'arrêter parce que je vois que Abderrahmane me dit attention si tu me dis continue. Alors je reviens aussi sur quelque chose d'important parce que j'ai un professeur de littérature et des enseignants et moi-même je suis attaché au livre. Je pense que le concours, je pense que les tables rondes, je pense que le travail fait en interdisciplinarité, il est fondamental. À l'heure actuelle de nouvelles technologies. Je vous rappelle que les tablettes arrivent, la tablette c'est plus le livre. Et on n'est plus sur le même temps. Alors bien sûr on peut lire un livre dans la tablette, mais quand je vois les élèves, ils ne lisent pas le livre sur la tablette. Mais ça nous pose quand même une question de comment on diffuse, quels vont être les outils. Ça pose aussi la question des témoignages, filmés, pas filmés, de la mémoire que l'on va garder de ceux qui aujourd'hui sont encore là, mais qui malheureusement ne seront plus là dans quelques années. Donc c'est aussi sur quel médium on va utiliser demain. Alors je ne suis pas contre les nouvelles technologies, mais je pense que le livre reste l'outil fondamental pour pouvoir travailler en littérature. Après qu'on le mette sur une tablette, c'est pas un problème en soi. Ça me paraît important, et c'est vrai que ce travail avec les témoignages ne doit pas se réduire au témoignage. Nous, on prépare, c'est-à-dire que nous, on a formé des enseignants, donc, je le dis aussi avec l'ONAC, on a fait des temps de formation des enseignants. On prépare la venue de témoins. Alors, bien sûr, du point de vue normal, on accueille, on reçoit, etc. Mais on doit préparer les élèves. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas, c'est quand on ne prépare pas les élèves, et alors là, dans ce cas-là, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, pourquoi je suis là, etc. Par contre, quand on prépare les élèves, il n'y a, je le dis, à ma connaissance, pas de problème. Nous avons travaillé avec des témoins harkis à Gennevilliers. Oui, mais il y a plein de gens qui vous disent « Vous êtes sûr que vous allez faire venir un harki ?» Ben, bien sûr. Puis vous allez voir, c'est un humain. Non, mais c'est important, parce que je voudrais quand même mettre le point sur « Attention de ne pas se dire « Là, il faut faire comme ceci ». Là, il faut faire comme cela. Parce que je pense que ces tables rondes sont importantes si chaque mémoire puisse être à un moment illustrée par un témoignage. J'ai pas dit c'est ce que vous ne faisiez pas.
Je vous entends, monsieur. J'entends votre mécontentement. On aura le débat après, Bon, après. Merci Monsieur Benzebra, merci à tous. Je pense du coup que Monsieur Benzebra a fait une bonne introduction à ce qui va suivre. Abderrahmane Moumen, comme je vous l'ai dit, est chargé de mission à l'Office national d'anciens combattants et il va vous présenter un programme qu'on a mis en place de transmission de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie qui s'articule en plusieurs temps. Donc des formations de professeurs, une exposition pédagogique dont vous avez un petit extrait de l'autre côté, des témoignages en classe et des outils pédagogiques. Donc je vais laisser Abderrahmane vous présenter tout cela. Ensuite, on demandera donc à nos amis enseignants qui ont reçu pour la plupart ce dispositif comment ce dispositif s'est articulé dans leur classe et notamment les séances de témoignages en classe que Abderrahmane va vous présenter. Je vais mettre là parce que je vais diffuser donc un diaporama, ce sera peut-être plus agréable. Bonjour à tous. Remerciements en premier lieu donc, à l'Espace parisien Histoire et Mémoire de la guerre d'Algérie, donc Jean-Pierre Louvel et bien entendu toute son équipe et tous ceux qui ont donc, participé à l'organisation de cette belle journée. Donc très rapidement, je suis donc chargé de mission Histoire et Mémoire de la guerre d'Algérie à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, donc qui est l'opérateur mémoriel de l'État. Peut-être rappeler juste en préambule un élément essentiel, pourquoi l'ONAC s'occupait de la guerre d'Algérie. Bon, l'ONAC s'occupe des anciens combattants, bien entendu, depuis 1916, cet établissement existe, mais la particularité de l'ONAC, c'est finalement de rassembler une grande partie des acteurs principaux de la guerre d'Algérie, et ça c'est intéressant. À l'ONAC, vous avez des anciens combattants, des appelés, des rappelés, des engagés, des officiers, donc voilà, qui ont fait entre autres cette guerre d'Algérie. Vous avez à l'ONAC les harkis. Les harkis sont des ressortissants de l'ONAC. Vous avez, et leurs familles aussi, vous avez les pupilles de la nation et les veuves en lien avec la guerre d'Algérie. Vous avez les rapatriés depuis 2015 qui sont aussi dorénavant un public géré par l'Office national des anciens combattants. Et l'ONAC a un bureau à Alger. Alger, oui, il y a un bureau de l'ONAC en lien avec l'ambassade qui s'occupe des ressortissants algériens qui ont donc été dans l'armée française, Seconde Guerre, guerre d'Indochine, mais aussi combat du Maroc et Tunisie et bien entendu guerre d'Algérie. Et qui sont aussi des ressortissants de l'ONAC. Et parmi ces Algériens, vous en avez certains qui ont été dans l'armée française et qui ont été aussi au FLN. Voilà, finalement on a tout le monde. Voilà, on est en famille, c'est très bien. Donc ça c'est un élément important. Deuxième élément, c'est que l'ONAC s'occupe aussi au lieu de la mémoire nationale, des grandes nécropoles, etc., qui sont en lien avec la guerre d'Algérie. Le Quai Branly, c'est l'ONAC qui s'en occupe. Le Mont Faron, le Mont Luc, qui a une histoire avec les nationalistes algériens qui ont été donc emprisonnés au Mont Luc. Donc c'est un peu tous ces sites qui sont gérés par l'ONAC. Il y en a d'autres, bien entendu. Notre-Dame de Lorette, où est inhumé la technique du soldat inconnu, entre autres. Et enfin, troisième élément sur lequel je voulais peut-être revenir en introduction, c'est peut-être rappeler le contexte dans lequel nous sommes depuis environ 20 ans, une vingtaine d'années, où l'État français, la République française, prend compte, reconnaît de plus en plus cette histoire et ces mémoires de la guerre d'Algérie. Et j'en ferai très rapidement donner quelques dates. 1992, la loi sur les archives militaires qui sont dorénavant ouvertes, qui a eu des allers-retours. 1999, on ne parle plus d'opération maintien de l'ordre, on parle de guerre d'Algérie officiellement. 2002, l'inauguration du mémorial du Quai Branly. Et le 5 décembre devient la première journée nationale d'hommage aux morts pour la France. 2001, journée nationale d'hommage aux harkis, décrétée ensuite journée nationale annuelle, donc à partir de 2003. En 2012, François Hollande donc, et la reconnaissance du 19 mars aussi comme journée nationale, non pas des morts pour la France, mais du souvenir pour les victimes civiles et militaires, donc de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie. C'est le message de François Hollande concernant le 17 octobre 61, 2016, le discours de François Hollande concernant les harkis, la responsabilité de l'État français dans l'abandon, les massacres et les conditions indignes dans lesquelles ils ont été accueillis dans les camps. Et 2018, ça se poursuit, puisqu'on attribue la carte d'ancien combattant aux soldats français qui étaient en Algérie entre le 3 juillet 62 et le 1er juillet 1964. Et enfin, on évoque aussi l'assassinat, on reconnaît officiellement l'assassinat de Maurice Audin. Donc c'est tout ça. C'est tout ceci depuis une vingtaine d'années, donc c'est intéressant de replacer ces éléments
donc dans leur contexte. Donc très rapidement, peut-être vous parler du dispositif élaboré, mis en place par l'ONACVG donc depuis 2015. Donc l'idée, c'était de répondre finalement à une demande sociale. Une demande sociale de la part des ressortissants de l'ONAC, mais aussi d'une partie de la société française, bien entendu aussi du corps enseignant, sur le besoin de pouvoir parler de cette histoire et de ses mémoires et de disposer finalement d'outils pédagogiques pour pouvoir faire ce travail de transmission auprès des élèves. Donc c'est tout d'abord une exposition consacrée au sujet qui est donc déployée à l'échelle nationale avec une exposition par département. Donc tous les services de l'ONACVG possèdent un jeu d'exposition, même dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au Maroc, on a un bureau à Casablanca, à Tunis, on a un bureau à Tunis, et bien entendu à Alger. Voilà, donc vous avez déjà cette exposition. On ne peut pas parler des mémoires dans l'espace public si on ne parle pas de la guerre d'Algérie. On ne peut pas parler de la guerre d'Algérie ou de la guerre d'indépendance algérienne si on ne revient pas, bien entendu, sur la colonisation française et ou la présence française en Algérie. Donc finalement, c'est trois séquences. Colonisation française que l'on a abordée, guerre d'Algérie 54-62, bien entendu, et la question des mémoires dans l'espace public. Nous nous sommes efforcés, donc avec Raphaël Branche, Jean-Jacques Jordi et moi-même, qui sommes donc les commissaires d'exposition, de répondre, d'essayer de répondre finalement, de s'adapter plutôt au programme scolaire. Avec cette expo, finalement, on peut appuyer les cours des profs en quatrième, on aborde la colonisation, en troisième, on aborde la guerre d'Algérie, en première, puisqu'aux anciens programmes c'était la guerre d'Algérie, même si dans les nouveaux programmes maintenant on va basculer sur la période coloniale, donc le code de l'indigénat par exemple, et la société coloniale avec par exemple Alger au début du XXe siècle, et enfin encore jusqu'à l'année prochaine, la question des mémoires est au programme de terminale. Voilà, donc ceci, comment on peut passer sur cela? Peut-être répondre aussi à un élément avant de passer sur le deuxième outil, une petite statistique très rapidement. En 2018 est tombé au bac, pour les élèves de terminale, le sujet de l'historien et des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, ou de l'historien et des mémoires de la guerre d'Algérie. C'est au choix. C'est au choix, d'ailleurs. Beaucoup d'enseignants, beaucoup d'universitaires, d'historiens se sont un petit peu offusqués finalement de devoir choisir entre Seconde Guerre ou guerre d'Algérie. Et dans le sondage que l'on a commandé auprès des IPR, des inspecteurs pédagogiques régionaux, dans un peu plus d'une dizaine d'académies, on s'est aperçu que entre 5 et 20% des élèves au maximum choisissaient la guerre d'Algérie. Entre 80 et 95% des élèves choisissent Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même intéressant, et ça rejoint finalement le choix fait par une grande majorité des profs de prendre finalement Seconde Guerre mondiale au détriment de la guerre d'Algérie. L'idée c'est pas d'inverser, mais c'est peut-être au moins d'équilibrer. Pour plusieurs facteurs sont remontés de cette situation. Un, plus facile pour les profs de traiter la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont vu déjà dans leur scolarité, ils ont plus d'éléments, il y a eu plus de formation, on a énormément d'outils pédagogiques sur cette période. Deuxième élément, complexité du sujet de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie. Complexe de traiter de ce sujet pour des profs. Non seulement on doit traiter des mémoires de la guerre d'Algérie en France, mais aussi en Algérie. Donc déjà en France c'est pas simple, alors en Algérie aussi c'est encore plus difficile. La question de la formation, elle est apparue. Peu de profs ont été formés à traiter ou à enseigner la guerre d'Algérie. Très peu déjà d'entre eux ont eu véritablement des cours sur le sujet. La majorité d'entre eux c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures dans toute leur scolarité. Et enfin, troisième élément, même si c'est marginal, mais parfois on a eu des élèves qui nous disaient, bon, si j'aborde la guerre d'Algérie dans les classes, j'ai peur des réactions de mes élèves. On ne sait jamais s'il y a un petit-fils de Harki, un petit-fils de Clément, un petit-fils de FLN dans la classe, et qui font remonter un petit peu des mémoires vivaces. C'est marginal, mais ça a aussi existé. Ce sont aussi des stéréotypes. Je reviendrai peut-être éventuellement dessus par la suite. Alors, deuxième outil important que l'on a mis en place, en complément de cette exposition, c'est une exposition numérique. On peut peut-être passer à la suivante, ce beau slide. Non, avant, juste avant. Ah, elle a disparu. Ah, elle est partie, pardon. Donc l'idée, c'était de partir sur une exposition numérique Caroline. Vous allez sur le site de l'ONAC ou sur la chaîne YouTube de l'ONAC et vous retrouvez 9 séquences d'environ 5-6 minutes chacune sur les différents acteurs de la guerre d'Algérie. L'idée, c'est de pouvoir apporter aux enseignants des définitions et des témoignages sur les différents acteurs de la guerre d'Algérie, et en même temps de pouvoir l'utiliser aussi en classe
Donc nous avons mis en place donc, ces 9 séquences sur la question des appelés. Pour faire simple, c'est quoi un appelé en 5 minutes? C'est quoi un militaire de carrière en 5 minutes? C'est quoi un harki en 5 minutes? C'est quoi un membre du FLN ou de l'ALN? Un insoumis et soutien au FLN? Qu'est-ce que le MNA? Qu'est-ce que les Français d'Algérie? Qu'est-ce que l'OAS? Donc à chaque fois, c'est un historien qui a 2-3 minutes pour donner une définition de tel acteur de la guerre d'Algérie et 2, 3, 4 témoignages qui apportent finalement des éléments sur la multitude finalement des expériences de la guerre d'Algérie à l'intérieur de chaque groupe. On n'est pas en face de groupes homogènes. À l'intérieur, vous avez autant d'expériences de guerre différentes et de mémoires différentes. Donc ça, c'est un second outil complémentaire. Troisième outil, c'est une mallette pédagogique. Alors, c'est pas une grosse valise, hein, c'est une petite clé USB, un petit petite. Cette mallette pédagogique a pour ambition de proposer au corps enseignant, à la fois aux professeurs de collège, aux enseignants de lycée, mais aussi lycée général et lycée pro, des outils pédagogiques pour traiter de ce sujet. Donc c'est présenté sous différentes séquences, donc on a 7 séquences. Une séquence d'introduction avec des textes de Raphaël Branche, de Benoît Fallet sur les enjeux scolaires, de moi-même sur les mémoires. Donc l'idée, 3 textes, 8000 caractères, comprendre ce que sont les enjeux de mémoire, ce que sont les enjeux scolaires, ce que sont les enjeux d'histoire autour de la guerre d'indépendance algérienne. C'est ensuite une seconde séquence exposition, donc avec l'exposition en PDF, avec aussi un livret pédagogique niveau collège et un questionnaire niveau collège et niveau lycée pour les professeurs et pour que les élèves puissent éventuellement travailler aussi sur ce sujet-là. On a mis les réponses au questionnaire. Voilà, ça rassure ceux qui voudraient l'utiliser éventuellement, donc ça c'est aussi important. Troisième élément, c'est les fiches pédagogiques. Donc on s'est aperçu que beaucoup de professeurs, l'ONAP n'a rien inventé. Hein. L'ONAP finalement a valorisé ce qui existait aussi déjà. Vous avez beaucoup de profs quand même qui ont mené des expériences pédagogiques autour de la guerre d'Algérie. Donc l'idée pour nous c'était de les valoriser et de pouvoir diffuser ces expériences pédagogiques et de pouvoir faire en sorte qu'elles soient utilisées par d'autres collègues. Donc travailler sur la guerre d'Algérie à partir d'un roman, travailler à partir de la guerre d'Algérie sur la guerre d'Algérie à partir d'un film, d'extraits de témoignages, de BD. Voilà, donc c'est un peu tout ceci que nous proposons. On a ensuite 2 outils pédagogiques sur travailler à travers les lieux de mémoire, travailler sur la guerre d'Algérie à partir de Montluc, sur la question de l'internement ou de l'emprisonnement des nationalistes algériens, à partir du camp de Rivesaltes, où sont passés par exemple des appelés pendant la guerre d'Algérie, des soldats algériens de l'armée française qui étaient donc soit engagés, soit appelés, par qui des harkis sont passés par le camp de Rivesaltes, des membres du FLN sont passés par le camp de Rivesaltes. Donc finalement, travailler sur des lieux de mémoire multiples, finalement, d'une certaine manière, avec les élèves. Et c'est travailler aussi avec le service historique de la défense qui propose des ateliers autour des archives. Donc les élèves peuvent venir regarder des archives et pouvoir travailler dessus. Entre autres, le CPAD aussi au Fort d'Ivry, travailler sur la guerre d'Algérie à partir de la photographie, sur la question de la propagande, de l'action psychologique, donc c'est un peu tout ça que l'on peut faire à partir de cet outil. Et enfin, vous avez aussi une bibliographie, vous avez des extraits de témoignages supplémentaires, voilà, vous avez énormément d'outils. Donc là, on a environ 2500 exemplaires, donc on diffuse aux enseignants qui sont intéressés de pouvoir travailler avec leurs élèves. Enfin, troisième élément, ce sont donc les témoignages en classe que nous organisons donc depuis 2015. On a commencé sur l'Académie de Lyon et aujourd'hui on est sur à peu près la moitié des académies en France qui commencent à intégrer dans les établissements scolaires des équipes de témoins. Donc c'est Aix-Marseille, c'est l'Académie de Grenoble, c'est Montpellier, c'est toute la région parisienne, c'est la Normandie, c'est l'Alsace, c'est l'Académie de Toulouse. Vous voyez qu'on s'étend un peu partout. Donc on propose à chaque fois donc, des témoins issus des principales catégories ou acteurs de cette guerre d'Algérie, donc un appelé ou un engagé, un membre du FLN ou de l'ALN, un ancien harki ou un descendant, un pied noir ou rapatrié, un juif d'Algérie aussi, Jacqueline Gozlan, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc on a ces témoins qui interviennent. On a mis en place un process pédagogique. Donc on ne vient pas avec les témoins sans qu'il y ait une préparation.
Donc les profs font véritablement leur travail en amont, donc de définition avec leurs élèves, de contextualisation, de chronologie, d'apporter déjà de la complexité. Finalement, les témoins, c'est un élément supplémentaire pour traiter de ce sujet. Et ça peut permettre, en même temps, je fais le lien avec l'intervention du Pervilliers ce matin, de faire le distinguo entre histoire et mémoire. Voilà, donc ça, c'est important. Et je pense que je laisserai peut-être les profs parler plutôt de leurs différentes expériences et éventuellement des témoins, puisque certains d'entre eux sont ici. J'ai cité Jacqueline Gozlan, mais c'est Jean-Pierre Nouvel, c'est Christian Travers, c'est Messaoud Guerfi, c'est voilà, donc c'est tous ces témoins qui participent à ces témoignages en classe. Ensuite, il y avait quoi? Oui, il y a aussi les formations. Alors, l'ONACVG, avec l'éducation nationale, nous proposons donc depuis quelques années des formations dans un grand nombre d'académies. Pour cette année 2018-2019, on était sur 17 ou 18 académies, donc ce qui est pratiquement les 2 tiers des académies ont proposé des formations sur l'histoire et les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc on le fait avec les IPR, les inspecteurs pédagogiques régionaux, on fait appel à des universitaires, on fait appel à des profs qui présentent leurs expériences pédagogiques. L'idée, c'est de former finalement toute une génération de profs pour pouvoir faciliter l'enseignement de la guerre d'Algérie à l'échelle nationale. Par exemple, cette année, on a dépassé le millier de profs qui ont été formés à traiter donc, de ce sujet en classe. Et voilà, et aussi on a nos journées d'études que l'on organise avec le réseau des archives départementales sur la question de histoire et mémoire, avec l'intervention, encore une fois, de spécialistes de ces questions. Je terminerai juste par un petit point et très rapidement pour dire que, bien entendu, l'ONAC porte ce projet, mais c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. L'ONAC, c'est le ministère des Armées, mais on travaille bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale, on travaille avec le ministère de la Culture, puisque les archives départementales sont incorporées dans ce programme. C'est donc tout le réseau ONAC avec des directeurs des services départementaux. Ici, par exemple, vous avez la directrice du service départemental de Seine-Saint-Denis, Florence Adgoaza, c'est André Racoteau, donc du service départemental de Paris, c'est l'intervention d'historiens, c'est l'intervention des IPR, des inspecteurs pédagogiques régionaux, c'est tous ces profs, c'est aussi ces élèves qui font des projets pédagogiques autour de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie. C'est aussi les témoins, c'est aussi des associations diverses, harkis, rapatriés, anciens combattants, associations culturelles, associations d'Algériens en France. Donc voilà, c'est tout ceci qui est mis finalement en rang en combat, mais voilà, qui travaillent ensemble pour pouvoir ensemble traiter finalement de ce sujet. Je terminerai juste par peut-être aussi un élément, c'est qu'on a fait intervenir des témoins aussi à Alger, au lycée français d'Alger, avec 90% d'élèves qui sont algériens ou franco-algériens. Et encore une fois, ces rencontres avec les témoins ont été prodigieuses et ça a créé vraiment du débat, de l'échange, de l'estime. Et je suis assez confiant sur la nouvelle génération, sur le fait que finalement, les nombreux stéréotypes qui sont demeurés sur les uns et les autres, finalement, commencent véritablement à tomber. On poursuit, on continue ce travail avec vous tous. Voilà, merci. Merci Abderrahmane. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Alors, juste avant les questions, un dernier moment avec les professeurs. Donc, Abderrahmane nous a parlé de tout ce dispositif. Et on a ici trois personnes qui ont reçu ce dispositif dans leurs établissements, notamment le dispositif de témoignage à 4 voix. Merci beaucoup. Comme Abderrahmane vous a présenté, donc de faire venir 4 témoins de catégories différentes pour parler ensemble aux jeunes de leur expérience. Et j'aimerais leur demander s'ils peuvent nous faire nous parler un peu de comment la séance s'est déroulée, un petit retour sur expérience sur comment pour eux ça s'est déroulé pour leurs élèves. Et je passerai également la parole à M. Basulio qui lui n'a pas eu ce dispositif dans ses classes, mais qui a travaillé, a fait beaucoup de projets, de travaux avec ses élèves, notamment à partir d'archives écrites et orales de la guerre d'Algérie. Il pourra nous en dire un mot. Donc si on peut commencer par un des professeurs qui a reçu une séance de témoignage, je ne sais pas qui veut se lancer. Merci beaucoup. Alors, nous, on a reçu, donc les 3 dernières années, on a fait le choix de coupler l'exposition de l'ONACVG qui était installée donc, dans une salle du lycée pendant 15 jours. Et à l'issue de ces 15 jours, effectivement, on a eu la journée de rencontre avec les témoins. Voilà, donc on avait réfléchi en amont avec les élèves sur qu'est-ce que ça allait être cette journée de rencontre.
Et on s'était un peu posé des questions en se disant mais comment est-ce qu'ils vont arriver à parler puisqu'on dit que c'est une guerre sans voix, voilà, et s'ils parlent, est-ce qu'ils vont pas se contredire? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'ils sont bien représentatifs puisqu'ils acceptent de venir? Donc voilà, donc en amont, on avait un petit peu réfléchi à tout ça. Et finalement, eh bien, moi j'ai retenu un petit peu 3 choses des réactions des élèves. Peut-être la première, c'était qu'on a été frappé de la singularité en fait de chacun des témoignages. Je vais prendre plusieurs exemples. C'était l'an dernier, ça. On a eu Bernard Zimmermann qui est venu chez nous. Bernard Zimmermann, pardon, c'est un pied noir dont les fils de cheminots, dont les parents côté paternel eh bien, sont originaires d'une famille alsacienne et côté maternel d'une famille andalouse. Et en fait, il a très bien expliqué aux élèves, je trouve, que du fait justement de cette famille un petit peu mixte, eh bien, donc la famille paternelle méprisait en quelque sorte un petit peu la famille maternelle. Et grâce à ça, en fait, il a compris très vite finalement la hiérarchie qu'il y avait dans la société coloniale avec les Français, les Espagnols, les Maltais et puis les indigènes en fait plus bas. Et à ce sens, vous voyez, plus vite que les autres, et dès le milieu de la guerre, il s'est rendu compte que eh bien, l'Algérie devait être indépendante. Donc voilà, donc là on a un exemple, vous voyez, d'une personne qui n'était pas du tout, finalement, l'archétype du pied noir, vous voyez, accroché peut-être à sa terre, grand propriétaire, enfin, tel qu'on aurait pu peut-être se l'imaginer. Je pense aussi à Bachir Hajdad, qui était donc un ancien de la LN, qui avait expliqué aux élèves qu'il avait un regret, eh bien, c'est que les pieds noirs, vous voyez, n'aient pas pu rester à la fin de la guerre. Je pense à Madame Gozlan, que je vois ici, donc, qui a expliqué aux élèves qu'elle s'appelait Jacqueline Messaouda Gozlan, donc déjà c'est une femme, donc juive, qui avait un prénom donc musulman parce que sa famille était d'un environnement culturel mixte et que sa famille était finalement plus proche des musulmans du quartier que eh bien, des pieds noirs, peut-être chrétiens, vous voyez, qui habitaient plus loin. Voilà, donc tout ça montre bien que finalement chaque cas était singulier, et ça c'est vraiment ressorti, si vous voulez, qu'on ne pouvait pas les hiérarchiser, et que, en tout cas, chaque témoignage ne pouvait pas être généralisé. Voilà, ça je crois que c'était la première chose importante qu'on avait relevée ensemble. Et puis la deuxième, très importante aussi, qui a beaucoup marqué les élèves, c'est l'importance de l'affect chez les témoins. Je vois M. Guerfi dans la salle, et c'est vrai que donc, M. Guerfi, ancien harki, qui a été donc torturé par le FLN, et qui était très ému de parler aux jeunes, vous voyez, plus de 50 ans après, voilà, je pense aussi donc à Madame Gozlan, toujours, qui racontait aux élèves qu'elle avait une mémoire trouée, que finalement, elle, quand elle a quitté l'Algérie très jeune, et bien finalement, quand elle est arrivée donc à Marseille et puis donc en France, après, elle a fait un espèce de blackout total, elle ne se souvient plus finalement de ces années algériennes. Et donc voilà, et donc avec tout ça, on a réfléchi à la place de l'affect finalement dans la mémoire, et donc indirectement après dans la construction de l'histoire. Et avec les élèves, on a travaillé sur un texte. Je vais juste vous lire un tout petit passage parce que je pense que pratiquement tout est dit dedans. Il s'agit en fait d'un texte de Bernard Zimmermann et de Michel Laxonner. Donc Bernard Zimmermann, j'en parlais, il est venu témoigner il y a 2 ans. Et ils ont écrit un livre en 2003 qui s'appelle « Retour au pluriel, de mémoire au pluriel sur l'Algérie ». Je vous lis un tout petit passage très court. Il dit « J'avais essayé d'écrire mon expérience d'Algérie. Je m'étais vite aperçu que j'avais de grandes difficultés avec la chronologie. J'étais allée me replonger dans les livres de Courrières pour remettre en ordre les événements. J'avais été complètement désarçonnée parce que l'histoire dont je pensais me souvenir ne correspondait ni à la chronologie, ni même à la hiérarchie des faits. » Et un petit peu plus loin, il dit « Je crois que dans la mémoire, il y a des images fortes qui reviennent souvent au-dessus. Elles émergent constamment, comme lorsqu'on secoue un tamis, il y a les gros morceaux qui remontent à la surface. »
Voilà. Et vous voyez donc cette image de tamis et finalement de gros morceaux. Les élèves doivent s'en souvenir parce que c'était une partie de leur devoir sur table. Mais on s'est demandé qu'est-ce que c'était que ces gros morceaux justement pour un pied noir et qu'est-ce que c'était que ces petits morceaux tout fins qui passaient dans le tamis. Voilà. Et donc ça nous a permis de comprendre que finalement la mémoire est un instrument utile pour l'histoire, mais un instrument imparfait. C'est une des sources de l'histoire. Et pour nos jeunes, parce que c'est à eux que je pense là particulièrement, je crois que à l'heure de l'immédiateté de l'information, où on a des informations disponibles sur Internet comme ça, voilà, et où n'importe quel témoignage sur Internet peut être pris comme un fait avéré, je crois qu'il est absolument important justement de comprendre cette maturation lente, voilà, qui est travaillée par l'affect et qui explique que l'histoire est quelque chose qui s'écrit vraiment lentement. Voilà, et je termine juste avec une dernière petite chose. Je crois aussi, ça c'était l'an dernier, que les élèves avaient été frappés de voir Monsieur Guerfi et Monsieur Hadjadj, donc j'aurais dit un harki et un ancien du FLN, s'appelait mon frère, vous voyez, se taper dans le dos en quelque sorte. Voilà, je crois que ça, vous voyez, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, nous les profs, c'est un très bel exemple vraiment de fraternité vivante. Voilà, je crois que c'est mieux que tous les cours d'éducation civique, trop désincarnés. Voilà. Merci. La rencontre avec les témoins est arrivée au terme du projet et je pense que ça c'était bien, c'est-à-dire ça avait créé une vraie attente pour les élèves. Après avoir rencontré des personnages qui nous ressemblaient, enfin qui pouvaient faire écho aux personnes qu'on avait rencontrées, je pense aux personnages des hommes, parce que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui s'est levé, a dit c'est ma photo, et dans le roman des hommes, il y a cet appelé qui a une boîte de photos et tout le ressort du roman est là dans cette boîte de photos, et ces photos qu'on ressort la nuit et tous les souvenirs ressortent, des souvenirs enfouis, des souvenirs qu'on a voulu occulter. Donc, après avoir traversé toutes ces rencontres de personnages réels ou fictifs, hein, enfin réels s'il s'agit de Fernand Yveton, fictifs dans tout ce que peuvent inventer les romanciers qui s'emparent de cette histoire, on a donc, il y avait vraiment une attente, je pense, de la part des élèves de rencontrer des vraies personnes. Je dis à quel point c'est important qu'il y ait effectivement des personnes d'horizons différents. L'année dernière, à la suite d'un spectacle qu'on avait été voir qui s'appelle La guerre de mon père, il y avait deux appelés qui témoignaient. Après, ce spectacle était un beau spectacle de théâtre aussi, parce qu'il n'y a pas que le roman qui s'empare de cette histoire, il y a beaucoup le théâtre contemporain aussi. Et vraiment une offre impressionnante de très jeunes compagnies qui ont envie de raconter la guerre de mon père, par exemple, la guerre de mon grand-père. Et les élèves avaient été déjà beaucoup touchés par cette rencontre, notamment avaient été impressionnés de l'émotion qui reste 50 ans, 60 ans après, mais avaient regretté de ne pas entendre d'autres voix, et c'est ce que ces rencontres permettent avec l'ONAC-VG. Donc moi j'ai assisté à deux rencontres. Je me souviens bien de celle de l'année dernière, dans le sens où d'ailleurs il y avait une photo là, où c'était dans une salle de classe, avec vous madame aussi, et d'autres témoins, et des échanges en fait après aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un temps de témoignage comme ça, chacun parlait, pas toujours 10 minutes ou 15 minutes ou un peu plus, mais, et puis il y a une attente des élèves aussi de pouvoir aller voir, et ça avait été, notamment c'était vous monsieur Louvel avec un élève, je me souviens bien, Bachir, vous aviez discuté assez longuement, la rencontre était assez belle à voir. Cette année, moi j'ai des mots d'élèves au retour de cette rencontre, hein, qui me disent, moi j'ai des mots impressionnants, donc, génial de les rencontrer. Il y en a un qui dit l'admiration et la chance qu'ils ont, donc ce beau recul qu'ils ont, nos élèves. Beaucoup utilisent le mot touchant, pour dire, je crois que l'émotion passe bien dans ces rencontres-là. Il y a la dimension les élèves utilisent le mot instructif, enrichissant. Il y en a une qui dit que c'est des choses qui ne l'avaient pas effleuré au moment de son cours d'histoire, ce qui s'est raconté là. Et il y a, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a deux élèves qui disent leur remise en question en fait à eux,
Et je crois que c'est en écho à ce qu'on voit bien dans les témoignages de vous, adultes, enfin je dis vous, mais de certains adultes, qui ont dit aussi aux élèves l'évolution de leur état d'esprit, à quel point les longues années passées ont changé leur regard. Je pense notamment à Eliette Paris, qui a fait tout un travail sur les terres, qui étaient celles de sa famille, et qui est allée, je crois, même enquêter pour savoir d'où elle venait ces terres. Voilà. Un retour qu'on a sur cette histoire. Je crois que la grande fraternité, ça surprend beaucoup les élèves qui s'imaginent que les camps sont encore là, de témoigner ensemble est très importante. Et il y en a plusieurs qui remercient d'ailleurs les témoins dans leurs lettres. Alors peut-être ça c'est l'occasion de le faire là maintenant. Je vous transmets les remerciements des élèves qui ont pensé à les exprimer. Et il y a des messages adressés directement aux élèves par les témoins. Eliette Paris à nouveau parlait du racisme, c'est-à-dire que les témoins parlent d'hier, mais ils parlent aussi d'aujourd'hui. Monsieur Hadj, il parle aussi beaucoup aux élèves de l'importance de la démocratie. Enfin, il questionne aussi les valeurs ici, aujourd'hui, ensemble, donc dans une dimension civique qui est essentielle. Et je crois qu'il est vraiment réussi. Voilà. Avec toutes ces demandes-là, voilà, je lis mon feuille. À quel point les élèves seraient en demande de encore plus de temps d'échange. C'est ce qui reste aussi. On aurait voulu plus échanger, parler avec eux. Voilà. Nous, l'expérience, c'est que très rapidement, les enseignants ont un retour des élèves sur c'est une histoire qui n'est pas racontée à la maison, et ça nous a permis d'en parler avec nos parents. Ça a été important parce que ça a fait partie aussi du travail pédagogique des enseignants. C'est aussi c'est un peu toujours l'idée du CNRD et de ces concours et du travail pédagogique, c'est de dire, mais autour de vous, est-ce que vous connaissez des témoins, des acteurs? Moi, je me souviens, étant gamin, il y a très très longtemps, quand j'étais petit en Algérie, j'avais trouvé une boîte en fer qui était dissimulée dans un coin où on ne devait pas les regarder, mais bon, j'y suis allé. Et dans cette petite boîte, il n'y avait que des petites photos noires et blanches de la guerre d'Algérie. Mais elle était cachée au fond, bien dans un coin, et je pense que la personne qui l'avait mise l'avait oubliée. Et c'est un peu ça. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant et c'est important de pouvoir à un moment trouver le moyen d'ouvrir cette petite boîte. Et ça, c'est ce que disent les élèves, c'est-à-dire, voilà, moi je ne savais même pas que mon père, ni mon grand-père, etc., etc. Et ça permet aussi de sortir des positionnements, ah mais nous on est algériens, donc nous, la guerre d'Algérie, c'est la torture. Ah mais nous on est français, nous, on ne savait pas pourquoi on irait. Et donc, ça permet aux élèves de voir les choses autrement. Et c'est vrai que même au travers de leurs parents, ah oui, mais il y avait... je me souviens d'Eliette qui habitait à côté de la maison. Tiens, je me souviens d'un tel. Et donc ça recrée aussi une histoire et des images d'une société qu'on n'a pas connue, mais que vous, témoins, vous avez connue. Voilà. Alors bien sûr, il y a le côté idéal, mais c'est aussi cette question de la relation humaine. Ce sont avant tout des femmes, des hommes, des enfants qui ont vécu cette histoire. Et ça humanise les choses. Et ça permet aussi d'illustrer l'histoire. Et c'est là que le témoignage prend tout son sens. De se dire, mais... parce que je peux vous dire, si vous habitez le billet et que vous dites « Ah papa, demain je rencontre un harki », c'est pas simple. Par contre, si je dis « Voilà papa, hier on a rencontré 4 témoins, sur ces 4 témoins, il y avait un ancien du FLN, il y avait un ancien... » Les choses sont différentes. Vous voyez ? On est vraiment dans l'idée de former les élèves. Et je dis toujours former les élèves, former les élèves, former les élèves. C'est-à-dire à l'esprit critique, mais aussi à la capacité d'avoir les outils de comprendre. Ça, c'est ça le cœur de la chose. Il n'y a pas de jugement. Moi, je m'interdis de juger qui que ce soit, mais c'est de dire, ben oui, à cette époque-là, voilà comment ça fonctionnait.
Alors on peut après avoir son avis, hein, et je pense que c'est ce qui ressortait. Et ça donnait aux élèves la possibilité de mieux comprendre leur propre histoire, l'histoire de leur famille, mais aussi de cette période, hein, que vous le vouliez ou non. Et je le dis sincèrement, moi je suis français pure souche, hein, souvent on me dit mais vous êtes quelle origine? Je dis moi je suis un Antérien, quelle origine? Du département 92. Mais non, c'est important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je regarde un petit peu de l'autre côté de la Méditerranée, parce que comme mon copain qui est d'origine italienne, qui soutient la Juventus de Turin et qui est 100% français, mais qui mange les pâtes, qui regarde de temps en temps du côté italien. Mais je pense qu'il faut aussi regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Ce que l'on fait, c'est aussi, que l'on veuille ou non, pour nous rapprocher. Et que l'on veuille ou non, l'Algérie et la France ont un lien. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ce lien, on a le choix de le retisser ou de rester toujours de l'autre côté, chacun de son côté de la mer, en disant c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et je vais juste finir sur tout. Tout est une question d'amour. Les Algériens veulent attendre des Français qui leur disent on vous aime, et les Français attendent que les Algériens disent on vous aime. Mais au final, quand vous allez en Algérie, tout le monde aime la France. Mais non, mais c'est l'idéal, la liberté, l'égalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, je ne suis pas un naïf et je ne suis pas un bisounours. Je dis simplement que dans l'éducation, soit on forme nos élèves à devenir des citoyens responsables, fiers des valeurs de la République, ou alors on reste dans l'opposition. C'est mon choix, je l'assume. Si vous n'êtes pas d'accord, j'en suis désolé. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Moi, je rebondis sur une évocation que vous avez faite concernant la mémoire à l'intérieur des familles. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, donc au moins à 2 reprises à propos de la guerre d'Algérie, de constater qu'on n'en parlait pas forcément dans les familles et que c'était l'obligation à un moment donné d'un ancien appelé, par exemple, d'évoquer qui fait que sa fille, ça c'est la première fois où j'ai travaillé sur la guerre d'Algérie, donc ça remontait à peu près une bonne dizaine d'années, où la fille découvrait que son père l'avait faite et disait des choses qu'il n'avait jamais évoquées. Et lui reprochait d'ailleurs, c'est assez curieux. Et puis bon, j'ai d'autres amis, un ami qui est ici présent, qui effectivement a parlé vraiment de façon assez complète de son itinéraire d'appelé, quand probablement il ne l'avait pas fait dans sa famille. Alors en ce qui concerne le recours aux témoins, moi je suis comme mes collègues, j'ai eu recours aux témoins de façon assez systématique, pas simplement sur la guerre d'Algérie, je ne parlerai que de ça puisque c'est notre sujet, mais j'ai rencontré des témoins de la Seconde Guerre mondiale, des déportés, des résistants, des combattants de l'armée régulière, des enfants cachés, des évadés de France par l'Espagne, etc. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est que chacune de ces mémoires a quand même une certaine originalité, qui permet de pointer quelque chose qui est vraiment, que j'ai rencontré de façon spécifique chez les témoins parlant de la guerre d'Algérie. Quand je rencontrais des déportés, on les sent, je dirais vraiment, portés par une mission, parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. D'une certaine façon, ils s'effacent. Quand on rencontre des résistants, ou des gens qui ont combattu dans une armée régulière, ou qui ont débarqué, ils peuvent évoquer des choses extrêmement douloureuses, très dures, la mort des copains, etc. Mais en même temps, on sent qu'ils sont portés par l'idée qu'ils ont mené, ils ont le sentiment d'avoir mené vraiment une guerre juste. Quand j'ai rencontré des gens qui étaient en Algérie, notamment des appelés, ce sont les seuls, j'en ai rencontré 2, qui à un moment donné s'arrêtent de parler, n'en peuvent plus. Et qui peuvent s'effondrer, pas très longtemps, devant les élèves. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que c'est aussi un rapport, autant les témoignages et autant les expériences de la guerre d'Algérie sont toutes singulières, autant là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose, au moins pour les appelés, qui en rassemblait beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'utilisation, entre guillemets, du témoignage pour la guerre d'Algérie, je l'ai pratiqué, alors non pas comme vous l'avez fait, mais bon, c'est assez proche, dans 2 configurations différentes.
Première configuration la plus classique, je fais venir quelqu'un que je connais bien déjà, qui est choisi pour des raisons très particulières et qui va s'adresser non pas à une classe, parce que le professeur il a rentabilisé, hein, il va mettre 5 classes devant. Et il y aura une sorte d'interview menée pendant près d'1 heure et demie, sachant que je connais bien son itinéraire et que je sais les points qui vont m'être utiles. Ceci, bien sûr, avec des interruptions de façon à ce que les élèves posent leurs propres questions. Alors, qu'est-ce que j'attends de cette confrontation? J'attends essentiellement, d'une part, que l'histoire ne soit pas simplement une construction scolaire abstraite. C'est vrai que là, il y a le contact absolument direct et beaucoup d'émotions en ressort. Or, l'émotion, c'est un relais extrêmement efficace dans la transmission de l'histoire. Parce que cette émotion, cette empathie, elle suscite une demande d'aller plus loin, un besoin de comprendre, donc un besoin d'histoire. Et en conséquence, c'est pour moi un vecteur extraordinaire à partir du moment où je reprendrai dans un cadre différent, puisque ces gens que je fais venir, ils n'ont jamais l'intention de faire un cours d'histoire. Et d'ailleurs, les questions que les élèves leur posent montrent bien. Ce sont des questions très directes, très concrètes, sur de l'humain. Mais ça nécessite bien sûr un choix. Il faut choisir un témoin. La difficulté, c'est que tous les témoignages sont singuliers, mais on cherche celui qui va nous permettre d'aborder le plus de points. Alors, je prends un exemple, un appelé qui part sans idée préconçue, qui vient du Val-de-Loire, et qui découvre l'Algérie, qui s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la France, qui est tout de suite confronté à la guerre réelle dans un commando de chasse, donc ça veut dire d'avoir des copains, ça veut dire la violence que l'on donne, la violence que l'on reçoit, quelqu'un qui sera gravement blessé, qui sortira d'ailleurs traumatisé psychiquement de la guerre et qui en témoigne, quelqu'un qui se trouve en Algérie au moment du putsch, donc avec des problèmes de choix, et qui participe à l'arrestation de Jouot, et qui ensuite se retrouve à Oran au moment où la population est vraiment paniquée par l'imminence d'une décolonisation qui s'annonce et qui marque beaucoup d'hostilité. Donc voilà, quand on a quelqu'un qui peut couvrir le maximum de registres, bon, on le prend. La deuxième configuration, alors celle-là est un peu particulière, parce qu'elle s'adresse à des élèves qui sont, entre guillemets, auto-triés, ils viennent s'ils veulent. C'est la constitution d'un club histoire, mal nommé d'ailleurs, plutôt un club mémoire. Un club histoire qui va se fixer généralement sur 2 ans, l'objectif de recueillir des mémoires, de les éclairer par des points d'histoire. Alors je ne sais pas si on peut montrer la deuxième diapositive, parce qu'elle montre un petit peu la logique du travail. Oui, c'est celle-là, voilà. Bon, le livre ici, on aboutit à un projet éditorial. Hein. Il aboutit à un ouvrage de près de 400 pages, avec des témoignages, et vous voyez, entre chaque témoignage, et bien séparé des témoignages, des petites mises à jour qui permettent aux lecteurs éventuels de pouvoir resituer certains éléments qui ont été évoqués. Donc là, c'est un travail bien différent, puisqu'il va permettre sur le temps long, d'abord d'inscrire les élèves dans un projet qui est un projet éditorial. Ils se font en quelque sorte eux-mêmes aussi passeurs de mémoire, mais surtout de mémoire extrêmement multiples. Hein. L'ouvrage ici, c'était le plus récent que nous ayons fait. Vous avez un panel de témoins, d'acteurs, etc., qui vont bien sûr des appelés, des témoignages assez divers d'ailleurs, qui présentent un pied noir, qui présente un combattant de l'ALN, alors quelqu'un qu'on n'avait pas sous la main, mais sa petite fille était en classe, elle a été chargée de mission, elle est allée en Algérie avec un questionnaire pour ramener du matériel que nous avons utilisé, un appelé qui lui a déserté, et
est passé de l'autre côté, et puis un représentant de l'OS. Donc c'est vrai que là, on travaille sur des mémoires extrêmement différentes, mais ils ont tous joué le jeu, c'est-à-dire le jeu, non pas de délivrer simplement leur vérité, mais d'entrer dans le jeu en disant, voilà, ça m'avait frappé notamment pour le témoin qui est passé dans l'OS, parce que ça me posait aussi des questions éthiques, hein, qui disait aux élèves, voilà qui j'étais, j'avais 18 ans, je viens de tel milieu, j'étais un pied noir, voilà comment je voyais les choses, et en conséquence, je me suis engagé. Alors il n'était pas dans le déni, hein, c'était non, rien de rien, je ne regrette rien, mais il a joué le jeu que tous ont joué, c'est-à-dire d'expliquer dans le contexte de l'époque ce qu'ils étaient et leurs choix. Et ceci, devant un panel d'élèves assez multiple, hein, petite fille de combattant de la LN qui prend en note, on ne prend pas en note, on enregistrait ensuite, on transcrivait les propos d'un pied noir ou de l'OS ou d'un appelé du contingent, etc. Donc c'est vrai que ce sont des éléments qui sont extrêmement formateurs. Bon, même quelques élèves qui ne s'en mettent pas. Ce matin, vous avez vu, je crois, Marius Loris ici, c'est un ancien du club Histoire, il s'en est parmi, lui. Il a mal tourné. Mais voilà une des utilisations. Et ça veut dire aussi qu'on ne voit pas les mêmes personnes hein, dans une configuration ou dans l'autre. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, juste avant qu'on termine, j'ai deux petites choses. Si certains souhaitent, j'ai quelques exemplaires de la mallette pédagogique clé USB que Abderrahmane vous a présenté. Et deuxième chose, donc comme on l'a dit, il y a certains de nos témoins qui sont ici, si vous souhaitez discuter avec eux, et si certains d'entre vous qui ont vécu cette histoire souhaitent la partager avec nous, venir témoigner avec nous, venir nous en parler, on est là, on est à votre disposition. Alors on a un petit peu, je l'ai mis un petit peu dépassé de 4 minutes, donc moins que ce matin. Je vais laisser... Démocratiquement, je vais vous poser une question. Nous sommes un peu en retard, nous sommes de 7 à 8 minutes. Si l'on procède aux questions, ça va nous porter à moins de quart. Et encore, je règle la montre. Mettons, est-ce que l'on pose des questions? Et je voulais demander simplement à ceux qui vont suivre, qui vont traiter des archives, si on peut considérer qu'on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes de plus que l'heure prévue. Je le demande démocratiquement. Si c'est oui, on pourrait dire qu'on termine à 17h30 au lieu de 17h, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer ou répondre aux questions. Mais j'ai besoin de votre avis et de votre accord. Oui? Oui. Bon. Ce que ça veut dire, on se prend 10 minutes pour les questions et ensuite démarre l'équipe des archives. Voilà, merci. Si vous avez des questions pour nos intervenants, là je vois beaucoup de mains se lever. Donc monsieur et ensuite... Ah, vous passez, d'accord. Il y a monsieur, là, je pensais qu'il y a monsieur, là. Et ensuite... non. Moi, c'est tout à fait pas une question. Ce qui est intéressant ici dans le panel, entre guillemets, des enseignants que vous représentez, monsieur le proviseur, c'est qu'il y a dans l'ONAC, ce qui a été très très particulier, et pour moi aussi en tant que citoyenne, ce qui m'a intéressée, c'est que quand nous témoignons, c'est au nom de la République, c'est-à-dire que tous les professeurs accompagnent au niveau de l'histoire toute l'année leurs élèves, mais nous sommes FLN, juifs, harkis, appelés et pieds noirs, au même pied d'égalité. Vous, monsieur, ce qui est extraordinaire, c'est que le club histoire, là, c'est tout un travail de longue haleine. Mais nous, c'est comme, pour vous dire, c'est une petite étincelle dans ce que les enseignants font, et vous le savez, toute l'année. Nous, c'est comme... Donc, ce qui m'intéresse dans l'ONAC, si je puis me permettre, c'est de confronter toutes les mémoires. On ne se battra jamais entre nous.
On sait que peut-être, moi je ne l'ai jamais vécu, que des gens peuvent peut-être frapper dans quelques années, 20 ans auparavant, se seraient battus, comme vous dites, monsieur. Mais on sait que nous, à la table avec Jean-Pierre, avec Messaoud, avec Raïm, avec Eliette et tout, à la table, il n'y aura jamais, comment vous dire, et je le sais intimement, une haine. Et jamais on donnera aux élèves l'idée qu'on a vraiment même pu avoir eu un combat, pas nous-mêmes, mais un combat avant. Et ce qui nous plaît, c'est quand on est avec les élèves et les enseignants, c'est qu'on a l'impression d'une fraternité peut-être idéalisée, mais ce qu'on veut pour la société de demain. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et vous, monsieur, ce qui est beau aussi, c'est que vous, ayant vécu toute une histoire, vous dites, il y a l'histoire qui est là. C'est comme si au fond, l'Algérie, quand vous dites l'Algérie et la France sont unies, elles sont unies, mais elles sont désunies. Pourquoi? Parce que l'histoire n'a pas encore été assez transmise. Et c'est ça qui est merveilleux, dont on fait écho aujourd'hui, c'est qu'on veut transmettre l'histoire, que ce soit du côté français et algérien. Et je pense, moi je vous le dis très franchement, en tant que juive d'Algérie ayant échoué à Marseille et à Bobigny, j'ai eu la chance de vivre avec toutes les cultures, donc je ne vivrai tout le temps comme ça. Mais c'est les communautarismes malsains qui font que ça se réveille et que l'éducation, là, de ce que vous faites tous, pas nous, au quotidien, qui vont faire qu'on va vivre autrement. Et c'est pour ça, monsieur, que ce qui est beau, c'est que je comprends votre crainte. Mais votre crainte, de toute façon, on ne peut pas y passer parce qu'il y aura toujours « Ah, la France, ah, l'Algérie ». Mais nous, on dira l'Algérie et la France unies parce que c'est en nous que c'est uni. Voilà. Oui, c'est pas tout à fait une réponse, mais enfin je rebondis sur vos propos. C'est vrai que c'est pas l'objectif numéro un. Il aboutit en fait à créer un regard distancié, à comprendre pourquoi tel ou tel individu s'est engagé dans tel ou tel degré, et que ça a cette force en fait éducative. Je ne vous ai pas vu en classe, mais je vous ai vu quand vous avez fait une démonstration à Blois dans les journées d'histoire. Je crois que vous y étiez, au rendez-vous de l'histoire. Et c'est vrai que j'ai regretté, là, je venais juste de prendre ma retraite, et j'ai dit, ah, j'ai raté ça. Bon, ça a été formidable. Par contre, c'est pas toujours aussi simple, hein. Je reprends ce cas quand même de ce témoin, OS, qui était, je dirais, le plus atypique. Alors, je me posais bien sûr quelques questions quand même, parce que c'est quelqu'un que je vais faire venir devant des élèves, je n'ai pas à juger, hein, j'essaye d'être, non pas historien, je ne suis pas historien, je suis professeur d'histoire, mais d'avoir au moins cette attitude de comprendre, de montrer comment des gens font des choix. Mais je ne sais pas s'il était dans la réconciliation, ça ne me paraissait pas sa priorité numéro un. Par contre, il jouait bien sûr le jeu d'expliquer ses motivations. Et en tant qu'enseignant, ça posait quelques problèmes, parce qu'il fallait que je le voie, moi, avant. Je ne pouvais pas le faire venir comme ça. Et la première rencontre a été un peu délicate, puisque avant qu'il vienne en classe, j'avais organisé dans la crypte de Saint-Sulpice, il y avait une pièce de théâtre qui était jouée, qui était remarquable, qui montrait comment Germaine Tillon s'était donné la mission, en pleine bataille d'Alger, d'essayer, disons, de calmer le jeu, etc. Et les élèves étaient inscrits massivement, on avait tout pris, on avait pris toutes les places, et sa belle-fille, qui était une élève, une de mes élèves, vient avec une réservation pour 2 places. Et donc c'était son beau-père qui venait. Et j'étais assis à côté de lui, je ne le connaissais pas encore. Et le premier contact, parce qu'on s'est quand même présenté, on regarde la pièce, donc on voyait Germaine Tillon, et je lui demande, vous étiez au courant, vous, de... Il me dit, ben oui, on voulait la buter. Vous voyez, c'était... Bon, après, il faut rencontrer la personne et voir comment il va intervenir. Bon, il a vraiment joué le jeu avec une toute petite modification, parce qu'il était déjà intervenu une fois, je ne l'avais pas vu, mais j'avais eu le DVD, à la télévision, dans une émission, il était mis en parallèle avec Noël Favrolière.
Et Travor Kemener faisait la mise au point, passait de l'un à l'autre, etc. Et dans cette émission à la télévision, grand public donc, hein, potentiellement, il affirmait vraiment ses choix, parce que je pense qu'il était, vous savez, qu'il serait vu par de nombreux anciens amis qui étaient très engagés, y compris politiquement aujourd'hui. Devant les élèves, il a joué le jeu vraiment de dire qui j'étais, etc., ce que je vous disais, et curieusement, il a, en fin de témoignage, fait une alerte aux enfants, excusez-moi, aux jeunes, sur ne pas trop s'engager trop vite quand on est jeune. Voilà. Il a fait ce passage-là. Mais ce qui était assez étonnant, c'est qu'il ne l'a pas fait à la télévision. Bien évidemment, il ne s'adressait pas aux jeunes, mais surtout que là, il savait que, logiquement, ça allait rester dans un cercle relativement fermé. Une question de monsieur. Oui. Bonsoir. Je suis Henri Pouliot, je suis le témoin cité par Madame Benin dans le film de Patrick Rothman sur les questions de la torture. Et je ne me suis pas tout à fait reconnu dans le témoignage que vous avez fait, ou le résumé de mon exposé sur cette question de témoignage, mais ce témoignage, il était intéressant parce que je disais deux choses qui ont été contestées par le général Schmitt à la suite du débat qui a suivi ce témoignage. J'évoquais le problème de la quantité des viols qui avaient été pratiqués dans cette période de la guerre d'Algérie, et j'évoquais une ratonnade monstrueuse qui avait eu lieu dans les premiers jours où je m'étais trouvé arrivé à Alger. Et le général Schmitt m'a traité de menteur, etc., en contestant les chiffres et les évaluations que j'avais données. Or, quand on contrôle les archives sur cette ratonnade, l'officier qui avait rédigé le journal de marche des armées donnait un premier chiffre sur un des rapports qu'il avait fait. Sur un deuxième rapport qu'il avait fait dactylographié, il y avait un deuxième chiffre plus important. Et dans le témoignage qu'il a fait au procès de général Schmitt, il donnait 10 fois plus de victimes de cette ratonnade que ce qui avait été figuré dans les archives de l'armée. Ce qui montre la sensibilité dans les archives de l'armée, la limite sur ces archives. En étant à la Villa Sésini, j'étais chargé de la gestion du fichier des gens restés à la Villa Sésini. Ce fichier, je suis parti de la Villa le 13 mars 1962. L'officier qui a pris la relève de la Villa, que j'ai eu au téléphone, m'a dit que les milliers de fiches des gens arrêtés à la Villa Sésini ont été jetés dans le jardin de la Villa et brûlés. Donc c'est une démonstration que les archives de l'armée, elles sont minorées quand elles ne sont pas détruites dans un certain nombre de cas. C'est l'exemple typique de Maurice Audin, où les archives de l'armée disaient qu'il s'était évadé, comme ineptie dans cet aspect-là. Donc je crois que dans les archives aussi, ce qui me semble qui manque, qui ne sont pas évoqués, c'est le problème des villages rasés au napalm, oui, entre 600 et 800. Il y a toute une série d'archives de ce genre qu'on n'évoque pas, et la responsabilité de la France dans ces crimes contre l'humanité et quand on donne des leçons de droits de l'homme après sur cette question, il me semble que l'éducation nationale devrait apporter des réponses et des éléments dans ce domaine. On abordera. Merci, c'est parce que, pardon, je vous coupe la parole. Est-ce que je dois Non, c'est moi, monsieur. Je vous en prie, mais ça fait partie du débat qui va suivre. Et je vous remercie d'avoir posé la question. Est-ce qu'il y a une question sur les témoignages il y a madame derrière. Bonjour, je vous ai bien entendu. Je voulais juste vous demander, sur le panel des gens qui venaient témoigner, vous entendez ? Vous avez parlé d'Algériens qui voyaient la guerre d'Algérie comme une torture, des Français, des appelés qui ont témoigné et qui disaient bon, les Français, on y est allé, on n'a pas trop bien compris, d'accord. Est-ce que vous avez fait appel à des témoignages Outre-Marin. Non,
de gens dont c'était le métier de faire la guerre, de l'armée de métier. Vous comprenez? L'armée de métier. Vous avez parlé de l'OAS, bon, c'était un cas atypique qui vous posait des problèmes d'éthique, etc. Mais voilà, c'était ma question. Parce que je suis, moi, j'étais pendant la guerre d'Algérie, mon père était militaire de carrière, voilà. Donc, et c'est le but de ma question. Oui, bon, tout simplement, le travail qui a été mené sur 2 ans. Hein, c'est un travail donc, de longue haleine, mais un seul témoignage demande beaucoup de travail. Donc, le problème, c'est que l'idéal aurait été de pouvoir élargir davantage le panel, hein, ce que vous suggérez, ou de Harki, etc. Tout simplement, j'ai pas eu le temps. Et dans la pratique d'un club, il faut qu'un travail soit fait dans un temps relativement annoncé et limité. Donc ce sont les limites d'un travail d'enseignant. Hein. Et pour répondre, je veux dire, on ne s'interdit pas d'avoir un témoin professionnel de l'armée française qui a vécu cette période. La difficulté, c'est de le trouver et qu'il soit volontaire. Voilà. Et qui accepte de témoigner. Donc, moi, je pense qu'il sera accueilli comme tout le monde. Après, c'est vrai que la question de l'histoire militaire de 1830 à 1962 et de 1954 à 1962 doit être enseignée aux élèves. Mais là, je vous le dis, sur cet aspect témoignage, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui accepte de venir témoigner en tant qu'ancien soldat de métier. Non, mais parce que si vous voulez, moi, mon intervention avait simplement pour cet objet-là, c'est-à-dire qu'on présente la guerre d'Algérie comme quelque chose qui n'est pas bien, hein, le colonialisme, je comprends tout à fait, la torture, etc. On s'interroge sur ce... je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, parce qu'il me semble curieux que vous n'ayez pas trouvé de témoins justement dans cette armée de métier. Voilà. Mais c'était juste l'intervention. Juste de vous couper, parce que dans le programme national d'intervention des témoins, il n'y a pas que la région parisienne. Mais dans toutes les autres académies, on a des militaires de carrière qui sont intervenus. À Marseille, on en a un, Stanislas Gall. À Clermont-Ferrand, on avait un ancien DPG. Dans la région lyonnaise. Donc on en a dans d'autres académies, et même sur la région parisienne, qui accepteraient de témoigner sans difficulté. Il n'y a pas de tabou, pas de censure. Même pour tout vous dire, on espère avoir un ancien de l'OAS, on espère avoir des personnes du MNA dans la région lyonnaise, on en a. Et on aura peut-être bientôt un tirailleur sénégalais qui a fait aussi la guerre d'Algérie. D'accord. Parce que quand vous parliez d'empathie, etc., effectivement, il est beaucoup plus facile de jouer sur les cordes sensibles, hein, vous comprenez, voilà. Donc, mon intervention, pour l'objectivité. On en aura un. Voilà. On en a déjà. Il y avait le monsieur aussi, juste là, peut-être. Excusez-moi, madame, je voudrais juste, parce que vous m'avez posé la question. Moi, je suis pas dans le jugement, hein, et je vais même vous dire, je suis plutôt mili, parce que je suis réserviste de l'armée de terre, donc je suis plutôt militairement compatible. Donc ne vous inquiétez pas sur des propos que j'aurais pu porter. Je ne porte aucun jugement, moi. Moi, mon rôle, c'est être témoin, facilitateur et participer à l'éducation des jeunes Français et de tous les jeunes qui sont scolarisés dans les établissements scolaires de la République. Voilà. Alors peut-être juste avant la question, madame. Oui, je voulais préciser par rapport à l'intervention précédente. Pardonnez-moi, je voudrais, au nom de l'association, je voudrais en profiter pour faire un appel. Moi, chère madame, je fais partie de ces appelés du contingent, indépendamment que je sois à l'espace parisien. Nous sommes 5 associations. Et nous avons réalisé à peu près la quarantaine, et c'est David qui les réalise, des témoignages audiovisuels. Je dois vous dire que nous n'avons pas de problème pour rencontrer des témoins des appelés, des contingents, quelle que soit leur association, quelle que soit leur approche du problème, quel que soit leur sentiment ou le non-dit. Récemment, notre ami Rami, ancien du FLN, qui était là ce matin, a accepté de témoigner. Et bientôt, Messaoud, qui est ici présent, il est prévu un témoignage. Mais je dois vous dire qu'au niveau des soldats de métier, qui sont nos camarades de combat, j'ai une difficulté pour demander. Et je peux vous dire, je n'ai pas cité de nom, ce n'est pas mon style, c'est que je me suis adressé à des officiers de réserve, à des soldats de métier, et actuellement, j'ai pas un refus, mais une réticence, que disait Benamar il y a 2 minutes. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui est soldat de métier, qui a été durant la guerre d'Algérie, eh bien, vous vous adressez à vous avez notre mail, j'ai fait la publicité ce matin, n'hésitez pas, je suis preneur, on étudiera le problème.
Alors, juste avant la question, il y avait Madame Ruffin. Oui, c'était à propos de L'ennemi intime. En fait, il existe 2 films qui s'appellent L'ennemi intime. Il y a le documentaire de Patrick Rodman, mais Madame, je pense, parlait du film de fiction de Syrie de 2007, en fait. Donc voilà, c'est peut-être il y a eu confusion sur ça. Il y a un personnage de militaire de carrière dans l'art français de la guerre d'Eugénie, c'est le personnage principal. Alors, c'est pas une personne, c'est un personnage fictif, mais c'est intéressant de lire son parcours. Alors, je voulais, à un moment, quelqu'un a parlé des appelés, puis des résistants, et pourquoi il y avait une France. Les résistants ont choisi, les appelés n'ont pas choisi. Et la deuxième chose, c'est la guerre d'Algérie. Si on oublie le mot Algérie, guerre, dans toutes les guerres, il y a eu toutes ces choses qu'on décrit. Donc ce n'est pas spécifique à la guerre d'Algérie, les tortures, ce n'est pas spécifique. Toutes ces choses-là ne sont pas spécifiques à la guerre d'Algérie. Par contre, qu'est-ce qui est spécifique à la guerre d'Algérie? Alors, l'OAS, effectivement, ça n'existait pas. Il y a la LN, la FLN, etc. Tout ça, c'est spécifique à l'Algérie. Et il y a une autre chose, c'est les civils. Les gens, alors tous ces gens-là, ils ont des petits chapeaux. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas de chapeau et qui ont existé et qui ont vécu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont, par exemple, été enfants, jeunes à ce moment-là, sont encore vivants. Donc tous ces gens-là sont des potentiels témoins. Exactement. Pas nécessairement des témoins de j'étais de ce côté-là, ou j'étais de ce côté-là, ou j'ai fait ci, ou j'ai porté les armes, ou j'ai pas porté les armes, mais autre chose. Et il y a plein de choses qui se sont passées. Oui, bien sûr. Mais on a des témoins, comme vous parlez, des fils et filles d'eux, des enfants. Pas des filles d'eux, des personnes qui étaient elles-mêmes jeunes. Voilà. Et moi, je veux dire. Alors, il y a 2 choses qui se passent, hein, parce que j'étais une de ces personnes-là, mais il y a 2 choses qui se passent. C'est qu'il y a des choses qu'on voyait qui étaient des choses qu'on voit en temps de guerre, et donc on a notre histoire de guerre comme un autre enfant dans un autre endroit du monde pour avoir son histoire de guerre, hein, avec les morts à côté, les ceci, les cela, etc. Donc ça, c'est des descriptions un peu générales. Et puis il y en a qui sont un petit peu plus spécifiques du fait que ces dynamiques, où il y avait l'OAS, où il y avait ceci, où il y avait cela, etc. Et comment les enfants ont vécu ça. C'est-à-dire à l'intérieur, même des lycées, etc. Enfin, il nous est arrivé des choses à l'intérieur. Donc ça, je pense que c'est un truc, quand vous avez fait la section des NAF, j'ai pas vu cette section-là, enfin je pense que c'est quelque chose un petit peu à explorer, à aborder, et qui en fait aurait plus de retentissement, je pense, par rapport à des lycéens, parce que c'est des choses, c'est un vécu, c'est pas seulement... je rejoins dessus. Dans l'expression numérique, on a fait le choix des acteurs. Mais dans les témoignages, on a des témoins, des jeunes. Jacqueline, tu étais enfant hein, quand tu racontes, tu avais 8 ans. J'ai vécu jusqu'à 8 ans. Je me rappelle, en tant que juive d'Algérie, qu'on allait, même si c'était la guerre, j'ai un grave traumatisme, elle parlait de mémoire trouée, mais je me rappelle, je dis toujours à mes amis, on portait les petites gandouras, vous savez, on chantait, ma maman chantait la musique judéo-arabe. J'ai d'ailleurs fait un film sur la grande Renette Loranaise, qui est une des grandes divas de la musique judéo-arabe. Et justement, ce vécu, vous savez qu'on a vécu, même s'il y avait la guerre, mais on avait ce côté commun où on allait au hammam, ma maman, elle me disait, elle faisait des beignets, elle les partageait avec ses amies musulmanes. Vous le savez bien que même des soldats ont eu un vécu avec les populations algériennes, même eux, parce qu'il y a eu des fois des partages qu'on ne soupçonne même pas. Et vous voyez, sachez que tous les témoins ont un rapport au pays d'où on témoigne. Donc, juste pour compléter, voilà, donc on a aussi d'autres enfants qui parlent de la guerre en tant qu'enfants. Voilà, donc ça rejoint ce que vous dites, on a Michel Wilson qui avait une dizaine d'années et qui raconte Alger dans les années 50 et sa famille est restée jusqu'en 1965 à Alger d'ailleurs, après l'indépendance. On a Seyd Merabti, bon, le père a été harki, mais il raconte comment les uns et les autres dans son village se sont engagés soit pour le FLN, soit du côté harki. On a Améziane à Marseille, pareil. Ils parlent de leur parcours aussi. Ils parlent de leur parcours. Enfants à ce moment-là. Mais ils parlent aussi de leur parcours, on leur demande pas de parler pour leurs parents, ils parlent d'eux-mêmes, de leur propre expérience.
Oui, je peux compléter parce que cette année, les élèves ont rencontré 2 personnes qui avaient 17 ans, donc exactement l'âge qu'ils ont eux, et c'était ça qui était intéressant. Iliette Paris avait 17 ans, elle raconte sa jeunesse, et Monsieur Hadj, c'est ça? Et il raconte le lycée justement. Il raconte très bien d'ailleurs ses années d'enfance où les classes étaient mêlées, et puis au lycée où c'était très différent. Il parle de sa vie quotidienne en fait, et évidemment quand les élèves entendent 16 ans, là il y a quelque chose qui se passe. Voilà, alors je suis désolé, alors, on pourra continuer la discussion tout à l'heure et tout le monde restera. Juste 2 dernières questions, après on arrête, on est très en retard. On a monsieur. Moi, je suis algérien, je suis de passage à Paris, donc c'est la première fois que j'assiste à un colloque. Parlez un petit peu plus fort dans le micro, s'il vous plaît. Donc je disais que j'étais de passage à Paris, je suis algérien, et c'est à travers mon copain de classe qui m'a averti de ce colloque. Donc je vais essayer d'être très succinct, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis un ancien étudiant de Notre-Dame d'Afrique. J'ai le privilège d'avoir été parmi 2 Algériens et je témoigne que je témoigne que lorsque j'étais étudiant, c'est les jésuites, donc je témoigne que j'ai été à la bonne école puisqu'on m'a appris la probité, l'honneur, la dignité. J'ai fait la grève des étudiants le 19 mai 56. Je me suis retrouvé à Batna, puisque je suis de Batna. Mon père travaillait depuis l'étoile nord-africaine, le PTA, l'MVLD, mais il disait ne jamais me citer. Donc, si je suis à Paris, c'est justement parce qu'il y a eu des contre-vérités. Je suis un témoin et je suis acteur puisque j'ai vécu la Révolution. Mon témoignage vient être un témoignage atypique parce que je vais peut-être vous faire rire, mais je vais dire la vérité. C'est vrai que la révolution algérienne, la guerre d'Algérie, est très complexe. Moi, je peux dire que la révolution et la guerre d'Algérie, en tant que personne, parce que j'ai vécu un fait, je peux citer beaucoup de choses, mais je vais me contenter un petit fait qui va vous faire peut-être rire. J'avais parce que j'ai été chef d'entreprise à l'âge de 16 ans, puisque mon père a été arrêté, et il devait être liquidé par la Révolution parce que, étant donné qu'il y avait un cloisonnement, mon père faisait partie de l'os et il était en relation directe avec Ben Boulaïd. Donc la préparation du déclenchement de la Révolution, quand Ben Boulaïd a repris des armes qui étaient cachées, évidemment ils étaient mal entretenus, donc il fallait les préparer. Et c'est chez nous qu'ils les ont amenés avant le déclenchement de la Révolution. Donc, étant donné qu'il y avait un cloisonnement, personne ne savait la position et la relation qu'entretenait mon père avec le chef, puisque le premier coup de feu a été déclenché à Batna. Bon. Donc, je me suis trouvé un jour, évidemment, une femme mariée d'un gendarme qui était venu me voir. Et évidemment, elle m'avait amené chez elle. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait aucune contrainte. La révolution, moi je dis, elle m'a castré. Pourquoi elle m'a castré? Parce que je me suis retrouvé, cette femme, elle était mariée, il était de, je crois, 10 heures. Et évidemment, elle m'avait amené chez elle. Et elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle s'était affalée sur, pour me dire, bon, et moi je me suis retrouvé debout et j'avais revu la scène de Pierrette et le Potolet. Étant donné que moi je remplaçais mon père,
et qui me dit que c'était lui qui ravitaillait la révolution. Oui. Alors, et je devais continuer à les affaires, et il fallait, puisque lui même était arrêté, et il était dans le camp de concentration, et donc il fallait que je fasse les démarches pour le faire sortir. Donc je suis resté debout devant cette beauté, et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? J'ai fait semblant de ne pas comprendre, et elle a dû se dire, mais il n'a rien entre les jambes. Donc je suis reparti comme un petit cabot avec la corde entre les jambes. Cher monsieur, Voilà. je vais être splendidement incorrect, mais après tout, c'est mon rôle. Je vous remercie parce que tout est intéressant. Malheureusement, nous sommes pris par le temps et je ne voudrais pas abuser. Mais par contre, je vous invite à poursuivre la conversation juste après la réunion avec la personne de votre choix et je serai à disposition. Je vous remercie. Moi c'était pour dire tout simplement Oui, qu'il y avait... et la conclusion est... Oui, la conclusion, c'est dire que la révolution, hein, elle était très forte. Et Voilà. elle m'a empêché de faire quelque chose qui n'était pas... Je vous remercie et merci encore. Bien. La dernière question est pour Liliane Rémy, car je lui dois depuis un quart d'heure. Et ensuite, c'est terminé. Et nous passons à respect pour nos conférenciers qui vont succéder. Merci. Bon, je suis Liliane Rémy, je fais partie de l'Espace Mémoire, puisque mon association en fait partie, je suis dirigeante de la RAC. Je suis non ancienne pour ma temps, mais très liée à l'Algérie, de par ma jeunesse, de par ce que ça a fait dans ma vie, un tel bouleversement, et puis l'amour que j'ai de l'Algérie, parce que la première chose que j'ai faite quand je me suis mariée avec quelqu'un, une famille d'origine pas algérienne, enfin, des gens des pieds noirs, des pieds noirs qui étaient fonctionnaires, pas du tout des gros disons, qui étaient dans la terre. Je voudrais vous poser une question sur votre expérience, parce qu'elle m'intéresse énormément, mais je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui dit, bon, je vais faire venir ce genre d'exposition, plus et moins, dans la ville, mais ce n'est pas du tout le même contexte que vous. Vous êtes à la Légion d'honneur, je sais ce que c'est. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'élèves dont les grands-parents et les parents de la Légion d'honneur, mais de façon militaire, non pas civile comme moi. Déjà, c'est une différence. Et je le sais puisque je suis présidente d'une section. Et je me pose comme question, vous avez quand même comme élèves des publics qui sont assez homogènes. Je voudrais savoir si dans toute la France, vous avez ce public homogène et comment vous vous comportez quand vous avez un public qui est complètement différent. Moi, je vois à Lyon, vous n'auriez pas ce public-là. Et vous auriez des familles d'origine algérienne, à la fois des familles parties, mais aussi des familles de FLN, mais aussi d'autres familles, notamment d'OAS. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire avec cette population? Juste en deux mots, moi je peux dire que je ne crois pas qu'on a des publics complètement homogènes. Et moi ce que je sens en tout cas, c'est que les mémoires de nos élèves ne sont pas crispées, c'est-à-dire que nos élèves ne s'identifient pas à ce qu'étaient leurs parents, voilà, ou leurs grands-parents en l'occurrence. Voilà, juste ça. Comment vous faites quand vous avez un public des jeunes qui s'identifient? C'est mon cas si je voulais faire je réponds rapidement, après je prends mon train parce que j'ai un train. Voilà. Très rapidement en 2 minutes. À l'ONAC, le dispositif pédagogique qu'on vous a présenté, on le propose partout. On l'a fait dans les quartiers nord de Marseille, dans la banlieue lyonnaise, dans les zones rurales de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Alsace-Lorraine, à Strasbourg, mais aussi dans des petits villages, à Mersvillers, je sais pas où, dans le 18e, à la Légion d'honneur. Voilà, on le fait partout et il n'y a pas de différenciation. Je vous dis très sincèrement, les profs connaissent leurs élèves, ils font leurs cours de la même manière et on traite le sujet de la même manière et les témoins s'expriment toujours de la même manière. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on est en face d'élèves qui finalement ont beaucoup de recul, sont curieux et on a toujours le petit moment convivial à la fin, des biscuits, un petit jus d'orange et ils sont tous là à discuter avec les témoins. Tous sans difficulté, et je n'ai été confronté à aucune difficulté. Voilà, je termine et je vais prendre mon train. Faites confiance à la jeunesse.